Mes beaux-parents m'ont installé à table lors du dîner, démissionne de ton travail et élève le bébé de ta belle-sœur. Elle est trop occupée. J'ai ri. Puis mon mari a dit, c'est ce que fait une famille. J'ai posé ma fourchette et je leur ai révélé un fait concernant ma carrière que personne parmi eux ne connaissait. La table est devenue d'un silence de mort. Je m'appelle Amelia Miller. J'ai 33 ans et je suis épuisé par une semaine de travail de 60 heures. Mais chez les Miller, le dîner du dimanche était obligatoire. Ma belle-mère, Caroline, était assise en bout de table. Elle a tapoté une cuillère en argent contre son verre de vin en cristal. Ce tintement aigu a coupé court au murmure des conversations. Le silence s'est fait dans la pièce. À côté d'elle était assise Evelyne. Ma belle-sœur de 28 ans ajustait les manches de son gilet en cachemire de créateur. Elle n'avait pas l'air d'une jeune mère en difficulté. Elle avait l'air de s'ennuyer. Son fils nouveau-né, Léo, était à l'étage avec une infirmière engagée. Evelyne est dépassée, a annoncé Caroline, sa voix résonnant sous le plafond cathédral. Elle a besoin de voyager à Milan le mois prochain pour se retrouver. Cette transition vers la maternité a été trop éprouvante. J'ai bu une longue gorgée d'eau, me demandant ce que cela avait à voir avec moi. C'est alors que Caroline a tourné son regard bleu glacial vers moi. C'est pourquoi nous avons pris une décision, a dit Caroline. Amelia, tu présenteras ta démission lundi. Tu as l'emploi du temps le plus flexible, et Evelyne a besoin d'une personne à plein temps pour s'occuper de Léo. C'est la solution parfaite. Ma main s'est arrêtée à mi-chemin de mon assiette. La lourde fourchette en argent me semblait de plomb. J'ai laissé échapper un court rire, un rire sincère, car l'absurdité de cette demande était presque amusante. J'attendais que le reste de la table m'accompagne. Personne n'a ri. Harrison, mon beau-père, a continué à couper son steak. Evelyne a souri d'un air suffisant en inspectant ses ongles manucurés. Caroline s'est contentée de me fixer, son expression se figeant comme de la pierre. Ma poitrine s'est serrée, l'air de la pièce a soudain semblé très rare. Je me suis tourné vers Nathan, mon mari depuis 4 ans, assis à ma gauche. Il dirigeait un cabinet d'investissement spécialisé qui impressionnait lors des réceptions au country club. J'avais besoin qu'il parle. J'avais besoin qu'il regarde sa mère et mette fin à cette mise en scène bizarre. Nathan s'est raclé la gorge. Il a bougé sur sa chaise ancienne et s'est concentré très attentivement sur son verre d'eau. Amelia, commença-t-il d'une voix basse. C'est ce que fait une famille. Evelyne est stressée. De plus, ton travail n'est fait que de feuilles de calcul après tout. Tu peux te permettre de prendre quelques années de congé. Un frisson glacial a parcouru ma colonne vertébrale jusqu'au bout de mes doigts. Mon propre mari m'abandonnait. Ils avaient planifié toute ma capitulation avant même que les entrées n'arrivent sur la table. Ils pensaient que j'étais une comptable de niveau intermédiaire. C'était l'histoire que je laissais Nathan leur raconter parce que son ego fragile ne pouvait pas supporter la vérité. Aucun d'eux ne savait que j'étais consultante en restructuration d'entreprise. Ils ne savaient pas que mon salaire était de 450 000 $ par an. Ils ne savaient pas que mes revenus payaient l'hypothèque de notre maison, couvraient la location de la voiture de luxe de Nathan et finançaient secrètement le capital de départ des entreprises en faillite d'Evelyne. Si je démissionnais de mon travail, Nathan ferait faillite en 30 jours. J'ai regardé la tête baissée de Nathan. J'ai regardé le sourire suffisant d'Evelyne. J'ai regardé Caroline, qui attendait que je baisse la tête et obéisse. Une vive bouffée de colère est montée dans ma poitrine, mais je l'ai réprimée. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté ma serviette. À la place, j'ai posé ma fourchette sur l'assiette en porcelaine. Ce léger tintement a résonné comme un coup de marteau de juge. J'ai pris mon verre de vin, j'ai bu une gorgée mesurée et j'ai adressé à Caroline un sourire lent et délibéré. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Nathan a poussé un grand soupir de soulagement. Caroline a hoché la tête, l'air triomphant. Il pensait avoir gagné. Mais alors que je les regardais manger, une nouvelle question me taraudait l'esprit. Nathan était trop désespéré. Il avait trop besoin que je quitte le marché du travail. Cela ne concernait pas seulement le bébé d'Evelyne. Mon mari cachait quelque chose de bien pire. Et j'allais découvrir exactement de quoi il s'agissait. Le trajet de retour depuis la propriété n'était qu'un flou d'arbres sombres et de routes sinueuses.
Je serrais le volant en cuir jusqu'à en avoir les articulations blanches, le chauffage soufflant contre mes doigts engourdis. Mon esprit repassait chaque mot prononcé à cette table. L'audace incroyable de Caroline exigeant ma démission. La lâcheté de Nathan me passant la sauce tout en abandonnant mon autonomie. Au moment où mes pneus ont crissé sur le gravier de ma propre allée, la surprise initiale s'était dissipée, laissant place à une clarté froide et tranchante. J'ai garé la voiture et je suis resté assise dans le silence du garage. J'ai regardé la silhouette de ma maison se découper sur le ciel nocturne. Ce n'était pas un simple bien immobilier. C'était une propriété de style colonial située sur un terrain de 2 acres de premier choix à Greenwich. Elle disposait d'un toit en ardoise, de gouttières en cuivre et de chênes centenaires qui en gardaient le périmètre. Mais pour moi, elle représentait quelque chose de bien plus précieux. Elle représentait ma mère. Ma mère avait grandi sans rien. Elle nettoyait les sols pour payer ses cours du soir, finissant par bâtir son propre cabinet de conseil prospère. Lorsqu'elle a acheté cette maison, ce fut sa victoire ultime. Elle l'a payée en espèces. Elle a mis l'acte de propriété entièrement à mon nom avant que le cancer ne l'emporte il y a 3 ans. Je me souviens d'elle assise dans la véranda, enveloppée dans un châle tissé, ses mains fragiles mais sa voix ferme. Elle m'avait dit de ne jamais laisser un homme inscrire son nom sur mon refuge. Elle m'avait prévenu que les personnes nées dans le privilège considèrent souvent le travail acharné des autres comme une ressource à exploiter. J'ai déverrouillé la porte d'entrée et j'ai pénétré dans le hall. L'odeur familière de bois de cèdre et de lavande légère m'a enveloppé. J'ai passé mes doigts le long de la rampe en acajou qu'elle astiquait chaque printemps. Il n'y avait pas d'hypothèque sur cette propriété, mais posséder une maison dans cette zone résidentielle impliquait des coûts élevés. Les taxes foncières annuelles s'élevaient à environ 45 000 $. L'entretien des espaces verts, la préparation pour l'hiver et les travaux courants exigeaient des revenus réguliers et importants. Le bruit d'un moteur de luxe ronronnant dans l'allée m'a tiré de mes pensées. Nathan était de retour. Je suis allé dans la cuisine et je me suis versé un verre d'eau glacée. Je me suis appuyé contre l'îlot en marbre, en attendant. La lourde porte d'entrée en chêne s'est ouverte, suivie du bruit sourd de ses mocassins de marque déposés sur le tapis de l'entrée. Il est entré dans la cuisine, desserrant sa cravate en soie. Il était élégant, soigné et absolument pas perturbé. Il s'est dirigé vers le meuble de bar, a pris un verre en cristal et s'est versé une bonne dose de scotch. « Tu es parti tôt, dit-il, me tournant le dos alors qu'il ajoutait un glaçon. « Tu as offert ma carrière en sacrifice à ta sœur, ai-je répondu d'une voix ferme. « Tu t'attendais à ce que je reste pour le dessert ?» Nathan a soupiré, buvant une gorgée de son verre avant de se retourner. Il s'est appuyé contre le comptoir, m'adressant un sourire doux et condescendant. Le même sourire qu'il utilisait pour convaincre des clients de faire de mauvais investissements. « Tu réagis de manière excessive, Amélia. Personne ne sacrifie rien. Maman essaie simplement de trouver une solution. Evelyne se noie en ce moment. La dépression postpartum est un problème réel. Evelyne a passé l'après-midi d'hier dans un spa de luxe à faire un enveloppement aux algues, ai-je répliqué. Elle ne se noie pas. Elle est importunée. Et même si c'était le cas, je ne suis pas une nounou. J'ai une carrière. Nathan a balayé mes paroles d'un geste de la main, comme si j'étais un enfant qui se plaint. Ce n'est qu'un travail. Tu te plains tout le temps des horaires. Tu devrais être ravi d'avoir une excuse pour faire un pas en arrière. Maman a raison. C'est l'arrangement parfait. Tu restes à la maison, tu aides avec Léo et tu fais une pause par rapport au stress de l'entreprise. J'ai regardé le liquide ambré tourner dans son verre. Une logique froide commençait à se dessiner dans mon esprit. Nathan connaissait mes fonctions, même s'il sous-estimait mon salaire. Il savait que je faisais de longues heures, mais il connaissait aussi le coût de notre train de vie. Faisons comme si j'envisageais réellement cette idée absurde, ai-je dit en croisant les bras. Faisons comme si j'entrais dans mon cabinet demain pour démissionner. Comment payons-nous nos factures, Nathan ? Il a scié, ne s'attendant manifestement pas à une question pratique aussi rapidement. Il a bu une autre gorgée de son scotch. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tout ira bien. Mon cabinet est en train de se redresser. Nous avons plusieurs acquisitions importantes en cours. Ton cabinet n'a pas conclu de transaction majeure depuis 8 mois, ai-je déclaré sur un ton neutre. La location de ta Porsche coûte 2 000 $ par mois. Nos factures courantes sont élevées. Et puis il y a les taxes foncières de cette maison,
$45 000 par an, payable en 2 fois. La prochaine échéance est dans 6 semaines. Si je démissionne, comment payons-nous la municipalité de Greenwich? Une brève hésitation est apparue dans les yeux de Nathan. C'était discret, une simple micro-expression, mais je l'ai saisi. Il a détourné le regard, fixant un point sur le comptoir en granit. Nous trouverons une solution, a-t-il marmonné. Quelle solution, ai-je insisté, faisant un pas vers lui. Le silence s'est étiré entre nous, lourd et pesant. Eh bien, commença Nathan, sa voix baissant d'un ton pour paraître raisonnable et professionnel. Nous avons trop d'espace ici de toute façon. Nous ne sommes que 2. C'est disproportionné. Mon cœur s'est arrêté. L'eau glacée de mon verre semblait soudain refléter la température de ma poitrine. Disproportionné, ai-je répété. Oui, dit-il, reprenant de l'assurance. Maman et papa en ont parlé il y a quelques semaines. Ils ont remarqué à quel point tu es stressé par l'entretien. Papa a suggéré que si tu arrêtais de travailler, nous pourrions restructurer nos actifs. Ils ont proposé de nous racheter la maison. L'air a manqué dans la pièce. J'ai regardé l'homme que j'avais épousé, le voyant clairement pour la première fois. Ils ont proposé de racheter la maison de ma mère, ai-je dit, ma voix étant à peine un murmure. Avec une décote, bien sûr, a ajouté Nathan rapidement, sans percevoir le danger dans mon ton. Parce qu'elle reste dans la famille. Il nous donnerait une somme globale pour nous aider à nous installer dans un bel appartement en centre-ville. Cela te libérerait pour aider Evelyne sans avoir à te soucier des impôts. Tout le monde y gagne. Les pièces du puzzle s'assemblaient avec une précision terrifiante. Il n'avait jamais été question qu'Evelyne soit dépassée. Il n'avait jamais été question d'unité familiale. C'était un plan d'asphyxie financière calculé. Harrison et Caroline ne parvenaient plus à financer leur train de vie de country club. Ils avaient besoin de liquidités. Ils avaient besoin d'actifs. Ma maison, située sur un terrain de 2 acres de premier choix, était une mine d'or. Mais ils ne pouvaient pas y toucher car elle était à mon nom et je gagnais suffisamment pour la conserver. Ils avaient donc conçu un plan pour couper mes revenus. Ils voulaient me forcer à quitter le marché du travail sous couvert de devoirs familiales. Sans mes revenus, je paniquerais. Je serais incapable de payer les taxes et l'entretien élevé. Je serais en défaut de paiement. Et au moment où je serais le plus désespéré, Harrison et Caroline interviendraient en sauveurs bienveillants, proposant de me soulager de ce fardeau pour une fraction de sa valeur. Ils détourneraient l'héritage de ma mère, s'approprieraient la valeur nette du bien et l'utiliseraient pour soutenir leur dynastie défaillante. Et mon mari me livrait sur un plateau d'argent. J'ai senti une sensation de nausée monter dans ma gorge, une trahison profonde qui menaçait de me briser. Mais la femme que ma mère avait élevée ne pliait pas. Elle calculait. Nathan continuait de parler, s'étendant sur les avantages d'un appartement de luxe, sur le fait que je serais tellement plus heureux sans le stress de la gestion d'une grande propriété. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait d'avouer. Il ignorait qu'il venait de me donner les détails de toute leur opération. J'ai posé mon verre d'eau sur l'îlot. J'ai regardé son visage élégant et vide. Tu as vraiment tout planifié, n'est-ce pas, ai-je dit. Il a souri, prenant cela pour un compliment. Je veux simplement ce qu'il y a de mieux pour nous, Amelia, pour la famille. Réfléchis-y, prends la nuit pour y penser. Tu verras que c'est logique. Il a posé son verre vide dans l'évier, s'est penché et m'a embrassé sur la joue. Ses lèvres semblaient du papier sec sur ma peau. Il est sorti de la cuisine, se dirigeant vers la chambre principale à l'étage, me laissant seul dans le calme de la maison. Je suis resté là pendant un long moment, écoutant les bruits discrets de la structure, le ronronnement du réfrigérateur, le rythme de la maison que ma mère avait bâtie. Il voulait voler mon refuge. Il pensait que j'étais une comptable naïve qui céderait sous la pression sociale et la panique financière. Il se trompait. Je me suis détourné de l'escalier et j'ai marché dans le couloir vers mon bureau de maison. J'ai fermé la lourde porte en chêne et je l'ai verrouillée. Je m'asseyais à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran a éclairé la pièce sombre, projetant une lueur pâle sur mon visage. Il était temps de leur montrer ce qu'un consultant en restructuration d'entreprise fait réellement lorsqu'un actif est menacé d'une offre publique d'achat hostile. J'avais un secret bien à moi, un bouclier discret que j'avais construit des années auparavant pour protéger cette famille même. Mais s'ils voulaient déclencher une guerre autour de l'héritage de ma mère, j'étais prête à cesser de les protéger.
J'ai tapé mon mot de passe crypté, j'ai appuyé sur Entrée et je me suis préparé à analyser les chiffres réels qu'ils essayaient si désespérément de dissimuler. La lourde porte en chêne de mon bureau s'est refermée, m'enfermant dans un sanctuaire tranquille. Je me suis appuyé contre le bois massif un instant, laissant la surface fraîche calmer mon pouls rapide. La maison était tout à fait silencieuse, à l'exception du tic-tac discret et régulier de l'horloge ancienne dans le couloir. Je me suis approché de mon bureau et je me suis glissé dans le fauteuil en cuir à haut dossier. Je n'ai pas allumé la lumière. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur portable, laissant la lueur bleue de l'écran éclairer mon visage. J'ai contourné l'interface standard et j'ai activé un réseau privé virtuel sécurisé. Mes doigts volaient sur les touches, saisissant une série complexe de codes d'accès qui me connectaient directement au serveur sécurisé de mon cabinet. Je n'ouvrais pas une feuille de calcul pour vérifier un budget de course. J'ouvrais la structure de mes sociétés écrans de gestion. 3 ans plus tôt, Harrison était assis dans son fauteuil de country club préféré, faisant tourner un verre de bourbon coûteux, ignorant que son portefeuille immobilier commercial perdait d'importantes liquidités. Je n'étais marié à Nathan que depuis 12 mois. Ma propre mère venait de s'éteindre, me laissant avec la certitude de la fragilité de la sécurité financière. Lors d'un dîner de famille le dimanche à cette époque, Harrison s'était plaint d'un problème temporaire de trésorerie, rejetant la faute sur l'évolution du marché et sur des locataires commerciaux peu scrupuleux. Je ne m'étais pas contenté de ces déclarations. Le lendemain matin, j'avais effectué une recherche discrète sur ces déclarations de revenus d'entreprise. Ce que j'avais découvert était une catastrophe financière imminente. Harrison avait surévalué 4 propriétés commerciales importantes à Stanford. Les banques s'apprêtaient à exiger le remboursement des prêts. Cette mesure aurait déclenché une série de défauts de paiement, détruisant la fortune des Miller et ne leur laissant rien d'autre que les vêtements de leur dressing en acajou. Je savais que Nathan serait effondré par l'humiliation publique. Je savais aussi que ses parents possédaient un orgueil si rigide qu'ils préféreraient sombrer plutôt que d'accepter l'aide d'une belle-fille qu'ils considéraient comme inférieure à leur rang social. J'ai donc utilisé mes compétences. J'ai créé une société à responsabilité limitée écran enregistrée dans le Delaware. En utilisant mes primes d'entreprise et en m'appuyant sur mon excellent dossier de crédit, j'ai racheté discrètement leurs dettes auprès de leurs créanciers à une fraction du coût initial. Je suis devenu la société de portefeuille invisible qui possédait les titres de leur train de vie. J'ai restructuré les conditions de remboursement, abaissant les taux d'intérêt à un niveau gérable, offrant à Harrison la marge de manœuvre nécessaire pour conserver sa carte de membre du country club et préserver son orgueil. J'étais leur sauveuse anonyme. Pendant 36 mois, j'ai surveillé ses comptes. Je les ai vus payer les mensualités minimales chaque trimestre, ce qui leur permettait de maintenir l'illusion d'une grande richesse. Je l'avais fait par amour pour mon mari. Je l'avais fait parce que je croyais en la valeur de la famille, ce concept même qu'il venait d'essayer de retourner contre moi au sujet d'asperges rôties. Assise dans la lueur de mon écran, j'ai ouvert le fichier principal nommé Vanguard Holdings. Les chiffres s'affichaient devant moi, clairs et incontestables. Ils devaient à ma structure 6,2 millions de dollars. C'était une somme considérable, garantie par la propriété même où ils venaient d'exiger ma démission. Ma poitrine se soulevait à un rythme régulier. Ils voulaient voler mon refuge, la maison que ma mère avait nettoyée pour me l'offrir, parce qu'ils pensaient que j'étais le maillon faible. Ils supposaient que mes revenus étaient minimes, qu'ils pouvaient facilement y mettre fin, sans réaliser qu'ils buvaient à la source que je contrôlais. La tristesse d'un mariage qui échoue amène généralement des larmes. Je ne ressentais aucune envie de pleurer. Le chagrin s'était dissipé, remplacé par une détermination froide et calculatrice. Dans mon secteur d'activité, lorsqu'une entreprise défaillante tente une acquisition hostile d'un actif supérieur, on ne lui demande pas de reconsidérer sa position. On bloque ses capitaux. On retire les appuis structurels et on laisse faire la gravité. J'avais passé 3 ans à soutenir la structure de la dynastie Miller. Il était temps de la laisser s'effondrer. Je me suis dirigé vers la console d'administration de ma société de gestion. Je pouvais exiger le remboursement des prêts immédiatement, invoquant une rupture des clauses qu'ils avaient ignorées depuis des années. Mais agir dès ce soir aurait été trop rapide. Ils devaient ressentir la pression, tout comme ils avaient l'intention de me faire pression. Plus important encore, je devais m'assurer que Nathan ne me cachait rien d'autre avant de tout détruire. Son insistance plus tôt dans la soirée laissait présager d'autres motifs, au-delà de la volonté d'aider ses parents à s'approprier mes biens immobiliers. J'ai rédigé une mise en demeure officielle de défaut de paiement,
formulant les termes juridiques de manière à annoncer un examen de leur propriété commerciale. Je ne l'ai pas envoyé directement à Harrison. J'ai programmé sa réception sur le portail sécurisé de son principal établissement de crédit, un avertissement discret qui finirait par arriver sur son bureau, créant une panique ciblée. C'était la première étape d'une action ciblée. Je voulais qu'il soit distrait pendant que je rassemblais d'autres éléments. J'ai ensuite ouvert une nouvelle fenêtre de navigation et accédé aux registres fiscaux publics de la société d'investissement de Nathan. S'il était prêt à m'abandonner pour plaire à sa mère, ses propres affaires étaient probablement en désordre. Il prétendait être sur le point de réaliser des acquisitions majeures, pourtant, les mensualités de sa Porsche grevaient notre compte courant comme un chaque mois. J'ai lancé une analyse approfondie de ses déclarations d'entreprise, un programme spécifique qui prendrait quelques jours pour rassembler chaque transaction, chaque virement à l'étranger et chaque dette dissimulée. L'horloge du couloir a sonné minuit. La maison était silencieuse, à l'exception du bruit du réfrigérateur en bas et du traitement régulier de mon serveur. Je me suis adossé à mon fauteuil en cuir, fixant le curseur clignotant sur l'écran. Mon doigt flottait au-dessus de la touche Entrée pour lancer la phase finale de l'analyse des données. Une fois que j'aurais appuyé, le lien invisible qui me rattachait à la famille Miller serait rompu. Il n'y aurait pas de réconciliation, il n'y aurait que la logique comptable d'une liquidation d'entreprise. J'ai appuyé sur la touche. L'écran a clignoté, confirmant la commande. Le bouclier invisible que je portais depuis 3 ans était officiellement levé. J'ai refermé l'ordinateur portable, plongeant la pièce dans l'obscurité. Demain, j'irai au bureau et je jouerai le rôle de l'épouse stressée et conciliante. Je les laisserai penser que leur plan fonctionnait. Je me suis levé et me suis dirigé vers la porte, prêt à faire face à l'homme qui dormait dans mon lit. Mais alors que ma main saisissait la poignée en laiton, mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était un message d'une collègue de confiance contenant une capture d'écran d'un forum de discussion du Country Club. Caroline n'avait pas attendu le matin pour agir. La campagne de dénigrement avait déjà commencé. J'ai fixé l'écran de mon téléphone dans le couloir sombre. Le message provenait de Sarah, une associée junior de mon cabinet qui était membre du Country Club de Greenwich. L'image jointe était une capture d'écran d'un forum privé réservé aux membres. Caroline n'avait pas perdu une seule heure. Elle avait rédigé un texte de dénigrement personnel. Elle y décrivait sa fille Evelyne comme une jeune mère fragile souffrant d'une grave fatigue postpartum. Puis elle m'introduisait dans le récit. Caroline ne mentionnait pas ma carrière ou mes horaires exigeants. Elle me qualifiait de carriériste sans cœur. Elle affirmait que j'exigeais une rémunération exorbitante de ma propre famille simplement pour passer quelques heures avec mon neveu nouveau-né. Le message me présentait comme une femme insensible qui n'aimait pas les enfants parce qu'elle n'en avait pas elle-même. Nathan et moi avions décidé d'attendre avant d'avoir des enfants afin que ma carrière soit établie. Nathan était d'accord car il appréciait le train de vie que nos 2 revenus permettaient. Mais Caroline avait transformé ce choix privé en un échec personnel. Dans le milieu fermé de la haute société du Connecticut, une femme sans instinct maternel est perçue avec méfiance. Caroline utilisait ma situation personnelle pour détruire mon image. Elle savait que dans notre milieu, la réputation est essentielle. Si elle détruisait ma réputation, elle supposait que mon cabinet en subirait les conséquences. Le lundi matin a confirmé sa théorie. Le trajet vers mon bureau de Stanford m'a semblé beaucoup plus long que d'habitude. Notre cabinet occupait les 3 derniers étages d'un immeuble en verre et en acier. Habituellement, mon arrivée était saluée par des salutations professionnelles et des rapports immédiats de mes collaborateurs. Aujourd'hui, l'atmosphère semblait lourde et étouffante. Le milieu des affaires du Connecticut fonctionne comme un cercle fermé où tout le monde se connaît. Alors que je passais devant les salles de réunion vitrées, j'ai remarqué des changements d'attitude discrets. J'ai vu des regards fuyants. J'ai entendu des conversations s'interrompre un instant de trop à mon approche. Des personnes qui s'appuyaient habituellement sur mes stratégies financières me traitaient soudain comme un risque. Richard, l'associé gérant de notre division, m'a appelé dans son bureau avant le déjeuner. Il a versé 2 tasses de café noir et m'en a tendu une sans croiser mon regard. Il s'est raclé la gorge, un geste qui traduisait un grand embarras professionnel. Il a mentionné que plusieurs clients importants, proches de Harrison, avaient fait part de leur inquiétude concernant mon comportement récent jugé instable. Il s'interrogeait sur mon discernement et mon éthique. Dans le domaine de la restructuration d'entreprise, un associé se doit d'être irréprochable.
Si les clients pensent que vous extorquez votre propre famille, ils ne vous confieront pas la gestion de leur structure en difficulté. Richard m'a suggéré de prendre un congé temporaire pour régler mes affaires personnelles avant que cela n'affecte nos résultats trimestriels. J'aurais pu montrer à Richard les documents de la société écran. J'aurais pu prouver que Harrison était en difficulté financière et que Caroline mentait. Mais révéler mes cartes maintenant aurait gâché le dispositif que je mettais en place. À la place, j'ai mis en œuvre la première phase de ma stratégie. J'ai baissé les yeux vers la moquette. J'ai laissé mes épaules s'affaisser. J'ai adopté une respiration courte, imitant les signes d'une femme sur le point de craquer. J'ai dit à Richard que j'étais simplement dépassé par les exigences familiales et que j'avais besoin de quelques jours pour organiser une transition. Il a hoché la tête, semblant soulagé que je ne cherche pas à me battre ou à contester la décision. Je suis retourné à la maison plus tôt cet après-midi-là. Nathan est arrivé 1 heure plus tard, apportant une bouteille de vin rouge coûteuse. Il a joué le rôle du mari attentionné à la perfection. Il a versé 2 verres, s'est installé dans le salon et s'est assis à côté de moi sur le canapé en velours. L'odeur du vin et de son parfum haut de gamme flottait dans la pièce. Il a poussé un soupir, passant une main dans ses cheveux soignés. Il m'a dit que sa mère avait perdu le contrôle et qu'il était furieux contre elle pour ce message sur le forum. Il se présentait comme un médiateur fatigué, pris entre 2 personnes déraisonnables. Mais la transition s'est faite ensuite. Nathan a bu une gorgée de vin et a posé sa main sur mes doigts. Il a affirmé que Caroline retirerait les messages et présenterait des excuses publiques si je faisais un compromis. Il m'a dit que je m'étais mise dans cette situation en me montrant obstiné lors du dîner. Si je présentais ma démission, les rumeurs disparaîtraient immédiatement. Evelyne aurait sa nounou, ses parents retrouveraient la tranquillité et nous pourrions enfin être heureux dans notre nouvel appartement plus modeste. Il m'offrait une sortie de la situation difficile qu'il avait contribué à créer. C'était le moment idéal pour valider sa certitude. Chaque réaction de ma part était désormais un choix calculé. J'ai laissé ma lèvre inférieure trembler. J'ai regardé Nathan avec des yeux défaits. J'ai laissé une larme couler sur ma joue. J'ai murmuré que je ne pouvais plus supporter cette pression. Je lui ai dit que le cabinet me considérait différemment et que l'isolement social était devenu trop lourd à porter. J'ai accepté de rédiger ma lettre de démission officielle d'ici le vendredi matin. La tension a quitté le corps de Nathan instantanément. Une lueur de triomphe est apparue dans ses yeux sombres. Un élan d'arrogance sincère. Il m'a serré contre lui, m'embrassant sur le front. Il a murmuré que je faisais le bon choix. Il m'a félicité d'avoir enfin fait passer notre mariage avant ma fierté personnelle. Il se sentait fort. Il croyait réellement avoir brisé la femme qui finançait sa propre existence. J'ai posé mon menton sur son épaule, gardant mon visage caché de sa vue, et j'ai laissé un sourire froid se dessiner sur mes lèvres. Ce soir-là, Nathan a dormi d'un sommeil profond. Il respirait doucement sur sa tête d'oreiller en soie, rêvant de sa future tranquillité financière et de la vente de la maison de ma mère. Je me suis glissé hors du lit, sans déranger les draps. Je me suis dirigé en silence vers mon bureau verrouillé. L'analyse des données lancées la veille était terminée. Je me suis assise dans l'obscurité et j'ai examiné la situation réelle de la société d'investissement de Nathan. Le registre numérique révélait de graves infractions financières. Nathan ne perdait pas simplement de l'argent à cause des tendances du marché, il en détournait activement. Il transférait les capitaux des clients vers des comptes à l'étranger sous couvert de frais de conseil imprécis. Pire encore, il versait régulièrement des fonds sur le compte d'une société écran enregistrée au nom d'Evelyne. Il finançait ses soins en spa de luxe et sa garde-robe de créateur en utilisant les fonds détournés des investisseurs. Il avait besoin que je démissionne pour que je perde mon accès aux outils de surveillance financière que j'utilisais parfois pour vérifier ses déclarations fiscales. Il me voulait ignorante, dépendante et privée de mes ressources professionnelles. J'ai imprimé chaque virement, chaque facture suspecte et chaque courriel compromettant. Les pages s'accumulaient sur mon bureau, constituant un dossier solide de débits irréguliers. C'était jeudi soir. J'avais l'intention de finaliser les démarches juridiques durant le week-end. Je devais simplement maintenir mon attitude d'épouse affectée pendant encore 48 heures. J'ai éteint l'imprimante et j'ai pris ma tasse de café vide. C'est alors qu'un bruit lourd a retenti depuis le porche d'entrée. Le crissement de pneus sur l'asphalte a brisé le silence de la nuit de banlieue. Je me suis figé sur ma chaise. Je suis sorti de mon bureau,
j'ai descendu le grand escalier et je me suis approché de la lourde porte d'entrée. Mon cœur battait la chamade alors que je déverrouillais la serrure et ouvrais la porte. Les feux arrière rouges d'un SUV noir disparaissaient au tournant de mon allée. J'ai baissé les yeux. Sur le sol en pierre de mon entrée se trouvait un sac allongé de marque et un bébé endormi. Le vent froid d'octobre fouettait mes bras nus alors que je restais figé sur le porche. Les feux arrière du SUV ont disparu au tournant, ne laissant derrière eux que le bruit des feuilles mortes traînant sur l'asphalte. J'ai baissé le regard. Posé sur la pierre froide se trouvait un couffin de transport gris de créateur. À l'intérieur, enveloppé dans une fine couverture en cachemire beige, se trouvait mon neveu Léo. Il dormait profondément, sa poitrine de nouveau-né se soulevant à un rythme régulier. Un silence pesant s'est abattu sur mes épaules. Je me suis agenouillé sur le béton, mes genoux ressentant la fraîcheur du sol. J'ai approché ma main de son visage pour sentir sa faible respiration. L'irresponsabilité d'abandonner un enfant sur un pas de porte en plein automne dépassait l'entendement. Ce n'était pas seulement de l'inconscience, c'était un calcul délibéré. Evelyne savait que j'ouvrirais la porte. Elle supposait que mon sens moral m'imposerait d'assumer la responsabilité qu'elle refusait de porter. J'ai pris le couffin par sa poignée en cuir et je l'ai rentré à l'intérieur. La chaleur soudaine du haut l'a fait réagir ma peau. J'ai transporté Léo dans la cuisine et j'ai posé délicatement le berceau au centre de l'îlot en marbre. Il a bougé un peu, laissant échapper un soupir, mais est resté endormi. Je l'ai regardé pendant un long moment. Il était innocent, ignorant d'être né dans une famille qui le considérait comme une contrainte. En posant le sac allongé sur le comptoir, j'ai ouvert la fermeture principale. Je devais vérifier la quantité de lait qu'elle avait préparé. À la place, posé juste au-dessus des langes, se trouvait un carton épais de couleur crème. Je l'ai sorti et déplié sous les lumières de la cuisine. L'écriture était soignée, élancée et totalement dépourvue de regrets, j'ai besoin d'une pause. Amuse-toi bien. On se voit la semaine prochaine. C'était tout. Pas d'horaire de repas, pas de numéro d'urgence, pas d'explication. Mon esprit est revenu à l'époque où Evelyne avait 19 ans. Harrison lui avait acheté un chiot Golden Retriever parce qu'elle avait vu la publication d'une influenceuse avec cette race. Elle avait traité l'animal comme un accessoire pendant 3 semaines, se montrant avec lui au country club, jusqu'à ce qu'elle réalise qu'il fallait le promener tôt le matin et l'emmener chez le vétérinaire. Elle l'avait abandonné dans une pension haut de gamme et n'était jamais revenue le chercher. Caroline avait payé discrètement le propriétaire de la pension pour qu'il trouve un nouveau foyer à l'animal. Evelyne considérait les êtres vivants comme des accessoires temporaires dès qu'ils cessaient de servir son image. À présent, elle traitait son propre fils de la même manière. J'ai cherché plus profondément dans le sac, écartant un hochet en argent et quelques jouets de dentition coûteux. Mes doigts ont touché un objet rigide, froid et métallique glissé dans une poche latérale zippée. Je l'ai sorti. C'était la tablette rose dorée d'Evelyne. Evelyne était connue pour son manque de soin avec ses appareils électroniques. Elle laissait souvent ses équipements sans surveillance lors des réunions de famille, affirmant que mémoriser les mots de passe était trop fastidieux. En tant que spécialiste de l'investigation financière, je passais mes journées à analyser des systèmes d'entreprise sécurisés. Accéder à une tablette appartenant à une jeune femme superficielle ne demandait pas d'outils complexes. J'ai touché l'écran. Un code à 4 chiffres était demandé. J'ai saisi sa date de naissance. L'appareil s'est déverrouillé immédiatement. J'ai ignoré ses réseaux sociaux et suis allé directement sur sa messagerie. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais, mais ce voyage soudain à Milan et cette demande urgente de garde d'enfants me semblaient trop coordonnés. La famille Miller ne faisait jamais rien sans intérêt financier. J'ai cherché le terme « Milan » dans sa boîte de réception. Une suite de messages est apparue provenant d'une agence de communication importante basée à Manhattan. L'objet indiquait « Contrat final signé ». J'ai ouvert le document joint. C'était un contrat officiel de 50 pages. L'entête affichait le logo d'une marque internationale de bien-être et de puériculture, connue pour vendre des produits biologiques pour bébés et promouvoir l'image d'une maternité idéale. J'ai passé les clauses de responsabilité courantes et je suis allé directement au calendrier des paiements. Mon souffle s'est coupé. Le montant total s'élevait à 2,5 millions de dollars répartis sur 24 mois. Je me suis penché sur l'écran, parcourant les clauses juridiques. Les conditions étaient strictes. La marque ne payait pas Evelyne simplement pour recommander leurs produits.
Elle achetait une histoire précise. Le contrat exigeait qu'elle construise et entretienne l'image publique d'une mère célibataire autonome et courageuse. La campagne publicitaire reposait entièrement sur sa capacité à surmonter les difficultés d'élever un enfant seul, conciliant voyage de luxe et éducation attentionnée, le tout sans l'aide d'une nounou. Les pièces du puzzle se sont assemblées d'un coup. Evelyne ne souffrait pas de dépression postpartum. Elle mettait en œuvre un projet commercial très rentable. Le voyage à Milan était une séance de photos publicitaires. Elle devait être filmée marchant dans les rues pavées, affichant une vie élégante et indépendante. Mais s'occuper d'un nouveau-né demande un travail réel. Léo pleurait. Il fallait le nourrir. Il perturbait le sommeil. Evelyne ne voulait pas faire ce travail, mais elle avait besoin de ses revenus pour financer son train de vie. Léo n'était pas un neveu. C'était un accessoire. Je comprenais maintenant pourquoi Caroline et Harrison n'engageaient pas simplement une nounou professionnelle pour s'occuper de lui. Une employée signe des clauses de confidentialité, mais elle reste un risque. Une nounou mécontente pourrait prendre des photos, révéler la vérité à un magazine et ruiner le projet d'Evelyne. Un tel scandale annulerait le contrat pour manquement aux règles d'image. Ils ne pouvaient pas faire confiance à une personne extérieure. Ils avaient besoin de quelqu'un lié par le devoir familial, quelqu'un qu'ils pouvaient influencer et contrôler. Ils avaient besoin de moi. Cela expliquait aussi les détournements de fonds de Nathan. Les relevés que j'avais analysés montraient des versements réguliers sur la société d'Evelyne. Ils lui servaient de soutien financier temporaire. Il détournait les fonds de ses propres investisseurs pour financer sa garde-robe et ses soins, en attendant que le contrat de sponsoring commence à payer. Une fois qu'elle recevrait l'argent, elle rembourserait probablement Nathan, maintenant leur système en place. Il pensait m'avoir piégé. Il pensait que l'arrivée du bébé m'obligerait moralement à le protéger, me forçant à accepter leur situation et à jouer le jeu. J'ai regardé la tablette, puis l'enfant qui dormait sur le comptoir. Le poids de la décision à prendre pesait sur moi. Si je gardais Léo ici, m'occupant de lui et couvrant Evelyne, je deviendrais complice de leur montage financier. J'accepterais leur idée selon laquelle j'étais une personne influençable. Plus important encore, je laisserais Léo aux mains d'une mère qui le considérait comme un outil financier. Laisser un enfant dans cet environnement était bien plus risqué que de réagir. Dans mon domaine professionnel, lorsqu'on découvre une fraude financière, on ne la dissimule pas. On ne couvre pas les dirigeants impliqués. On expose les faits au grand jour et on laisse les autorités agir. Evelyne voulait jouer le rôle d'une mère célibataire indépendante. Elle voulait que le monde croie qu'elle gérait tout seule. J'ai décidé qu'il était temps de l'aider à assumer sa situation. J'ai posé la tablette à côté du sac à langer. J'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas appelé Nathan. Je n'ai pas appelé Caroline pour exprimer ma colère. J'ai regardé le petit Léo, lui promettant qu'il méritait une vie meilleure que celle qu'on lui réservait. Puis j'ai contacté les services de protection de l'enfance. J'ai signalé l'abandon de l'enfant. L'opératrice a demandé mon nom et mon adresse. Je les ai donnés calmement. Faire intervenir les services de protection de l'enfance allait non seulement assurer la sécurité physique de ce bébé, mais c'était aussi le point de départ pour stopper l'organisation frauduleuse d'Evelyne. J'ai raccroché avec les services d'urgence et j'ai posé mon téléphone sur le marbre. La cuisine était tranquille, seul le rythme de la respiration du bébé se faisait entendre. J'avais environ 15 minutes avant l'arrivée des autorités. Je devais m'assurer que mes preuves étaient incontestables. J'ai pris mon ordinateur dans mon bureau et je l'ai posé à côté du sac à langer d'Evelyne. En accédant au système de sécurité de la maison, j'ai trouvé leur correspondant au bruit de pneus entendu plus tôt. La caméra haute définition installée au-dessus du Porsche avait enregistré la scène avec précision. La vidéo montrait Evelyne descendre de son SUV. On la voyait porter le couffin jusqu'aux marches. On la voyait déposer le berceau sur la pierre froide sans un regard, faire demi-tour et repartir rapidement dans l'obscurité. J'ai enregistré le fichier sur une clé USB. Ensuite, j'ai placé délicatement son mot manuscrit dans une pochette plastique transparente. Je ne voulais pas que mes empreintes effacent les siennes. Des phares ont balayé la pelouse, projetant de grandes ombres sur les murs du salon. Je suis allé vers la porte d'entrée et suis sorti sur le Porsche, refermant la lourde porte derrière moi pour limiter le bruit. La chambre principale se trouvait au premier étage, au bout d'un long couloir. Nathan dormait profondément, aidé par la moitié d'une bouteille de vin rouge coûteuse.
Je devais gérer cette intervention discrètement. S'il se réveillait et intervenait, il essaierait de convaincre la police de ne pas enregistrer de signalement. Il protégerait sa sœur plutôt que la sécurité de l'enfant. Je ne pouvais pas le laisser faire. Une voiture de police s'est garée en bas de l'allée. 2 agents en uniforme sont descendus, suivis d'une femme en trench coat beige. Son badge indiquait qu'elle était travailleuse sociale pour l'État du Connecticut. J'ai descendu les marches en pierre pour aller à leur rencontre. « Êtes-vous Amelia Miller ?» a demandé la travailleuse sociale d'une voix basse mais attentive. J'ai hoché la tête. L'enfant est à l'intérieur. S'il vous plaît, suivez-moi. Je les ai guidés à travers le hall et dans la cuisine. Les policiers se déplaçaient avec précaution. Leur regard parcourait les plafonds hauts et les œuvres d'art, essayant de concilier ce cadre aisé avec un signalement pour abandon d'enfant. La travailleuse sociale s'est approchée de l'îlot de la cuisine. Léo commençait à s'éveiller, laissant échapper un petit pleur. Elle l'a pris délicatement dans ses bras, vérifiant sa température et l'épaisseur de sa couverture. « Qui l'a laissé ici ?» a demandé le policier le plus grand, sortant un carnet de notes de sa poche. « Ma belle-sœur », ai-je répondu d'un ton neutre. Son nom est Evelyn. C'est la mère biologique. Elle l'a laissé sur mon pas de porte il y a environ 30 minutes. J'ai fait glisser la pochette plastique contenant le mot manuscrit sur le comptoir en marbre. Le policier a éclairé le papier avec une petite lampe de poche, lisant ces mots désinvoltes. Je lui ai ensuite tendu la clé USB. Elle contient les enregistrements de la caméra extérieure, expliquai-je. On y voit son véhicule, sa plaque d'immatriculation et le moment précis où elle a déposé l'enfant sur le béton. Elle n'a pas sonné à la porte. Elle n'a pas attendu de voir si j'ouvrais. La travailleuse sociale berçait doucement Léo contre son épaule. « Savez-vous où elle est allée, Madame Miller ? Souffre-t-elle de psychose postpartum ? A-t-elle des antécédents psychiatriques connus ?» J'ai regardé la femme au trench coat beige. J'ai pensé à lui expliquer la mentalité du country club, la superficialité, l'égoïsme de la famille Miller. À la place, je lui ai donné la seule information utile pour la justice. Elle n'a pas de problème psychiatrique, déclarai-je. Elle a un intérêt financier. J'ai tourné l'écran de la tablette d'Evelyn vers eux. J'avais laissé le contrat de sponsoring ouvert. J'ai montré la clause d'image et les conditions exigeant qu'elle se présente comme une mère célibataire courageuse élevant son enfant seule. Elle a signé un contrat publicitaire qui lui impose de paraître indépendante, continuai-je, observant le visage du policier se figer à la lecture de l'écran. Mais elle refuse d'assumer l'éducation au quotidien. Elle a exigé que je démissionne pour l'élever en secret. Quand j'ai refusé ce soir, elle l'a déposé ici pour me forcer la main. Elle prévoit de partir à Milan la semaine prochaine pour une séance photo publicitaire. La cuisine est devenue silencieuse. Même les policiers, qui voyaient pourtant des situations difficiles au quotidien, semblaient surpris par le calcul et l'intérêt personnel documenté sur cet écran. Abandonner un enfant par détresse était un drame. Abandonner un enfant pour garantir des revenus publicitaires était un délit. Nous prenons l'enfant sous la protection de l'État immédiatement, a dit la travailleuse sociale, son ton devenant officiel. Il sera placé dans une famille d'accueil agréée dès ce soir. Un juge rendra une ordonnance de protection en urgence d'ici demain matin. Evelyn sera contactée par nos services sans délai. Si elle tente de quitter l'État ou de prendre un vol international, un mandat d'arrêt sera délivré contre elle. J'ai hoché la tête. J'ai ressenti un léger sentiment de regret en regardant le petit visage de Léo. Il était innocent, mais le placer en famille d'accueil ce soir était le seul moyen de lui éviter d'être utilisé comme un outil dans une organisation familiale toxique. L'État du Connecticut veillerait sur lui, alors que la famille Miller s'en servirait comme d'un moyen de pression. Les policiers ont consigné les preuves. Ils m'ont demandé de signer une déclaration officielle décrivant le déroulement des faits. J'ai rédigé ma déposition avec la précision d'un audit d'entreprise, sans laisser de place à l'ambiguïté. 15 minutes plus tard, ils ont quitté la maison. La travailleuse sociale portait Léo bien à l'abri du froid d'automne. J'ai verrouillé la porte. La maison semblait à nouveau immense et vide. Je suis monté à l'étage, je me suis glissé dans le lit à côté de mon mari endormi et j'ai fermé les yeux. Le lendemain matin, lorsque le soleil est entré par les stores de la chambre, mon téléphone vibrait déjà sur la table de nuit. L'écran affichait 9 appels manqués, tous de Caroline.
Nathan était dans la salle de bain attenante. Le bruit de la douche couvrait le signal sonore de mon appareil. J'ai pris le téléphone et accédé à la messagerie. J'ai écouté le premier message, tenant l'appareil contre mon oreille. Amélia. La voix de Caroline s'échappait du haut-parleur, aiguë et tremblante d'une colère contenue. Qu'est-ce que tu as fait? La police est à l'hôtel d'Evelyne. Il l'interroge dans le hall. Tu as appelé les services sociaux contre ta propre famille. Espèce de femme insensible et sans cœur. Rappelle-moi immédiatement et dis-leur que c'était un malentendu. Dis-leur que tu avais accepté de le garder. J'ai effacé le message et écouté le suivant. Tu es en train de nous détruire, hurlait Caroline, son attitude soignée ayant complètement disparu. Les partenaires d'Evelyne ont une clause d'image. Si cela s'apprend, elle perd tout. Je m'assurerai que tu ailles en prison pour fausse déclaration. Je détruirai ta carrière. Je ferai en sorte que tu ne puisses plus jamais te montrer à Greenwich. Règle cette situation immédiatement, sinon je te jure que je t'anéantirai. J'ai posé le téléphone, fixant le plafond. Caroline était acculée, réagissant de manière désordonnée comme un animal pris au piège. Elle pensait encore pouvoir m'ordonner de régler leurs erreurs. Elle ne réalisait pas que le cadre légal était déjà posé. Les services de protection de l'enfance ne s'intéressaient pas aux rumeurs de country club. Ils agissaient sur des preuves concrètes, et je leur avais remis un dossier solide. L'image de Marc d'Evelyne était désormais légalement associée à une enquête pour négligence sur enfant. Les marques qui investissent des sommes importantes dans des campagnes publicitaires ne s'associent pas avec des mères qui abandonnent leurs enfants sur des pas de porte froids. La douche s'est arrêtée. La porte de la salle de bain s'est ouverte, laissant s'échapper un nuage de vapeur. Nathan est sorti, une serviette enroulée autour de la taille. Il vérifiait son propre téléphone. Il s'est arrêté net. Son visage a perdu ses couleurs alors qu'il parcourait l'écran. Il lisait une suite de messages paniqués de sa mère et de sa sœur. Il a lentement relevé la tête, ses yeux sombres croisant les miens à travers la chambre. L'attitude rassurante de la veille avait disparu, remplacée par une panique évidente. Il ne mesurait pas encore toute l'étendue de mes actions, mais il comprenait que la structure de sa famille était en train de se briser. Je me suis redressé contre le lit, ramenant les draps sur moi, attendant de voir comment mon mari réagirait face aux accusations pénales de sa sœur et à la déclaration de guerre de sa mère. Nathan se tenait dans l'encadrement de la porte de la salle de bain. La vapeur s'échappait derrière lui, mais ses yeux sombres étaient fixes. Il fixait son téléphone, son pouce faisant défiler l'écran dans un geste rapide et saccadé. Le silence dans la chambre est devenu pesant. Il ne m'a pas demandé si les messages de sa mère étaient vrais. Il n'a pas exigé d'explication. La panique visible sur son visage me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Il ne s'inquiétait pas pour son neveu qui se trouvait dans un foyer d'accueil de l'État. Il s'inquiétait pour la police qui se tenait dans le hall de l'hôtel de sa sœur. Il a posé son téléphone sur le matelas. Sans m'adresser un mot, il est entré dans le dressing. J'ai entendu le froissement rapide des vêtements, le bruit de sa fermeture éclair, le choc lourd de ses bottes de marque sur le parquet. Il s'enfuyait. En l'espace de 3 minutes, il s'est habillé, a attrapé ses clés de voiture sur la commode et a quitté la chambre. La lourde porte d'entrée en chaîne a claqué en bas, suivi du bruit du moteur de sa voiture de luxe accélérant dans l'allée. Je suis resté assise dans le lit. Le soleil du matin éclairait la poussière qui flottait dans l'air frais. La confrontation à laquelle je m'attendais n'avait pas eu lieu. Nathan était un lâche, mais son départ soudain semblait trop calculé. Il ne courait pas seulement pour rassurer sa mère. Il courait pour protéger ses actifs. J'ai pris mon téléphone sur la table de nuit. J'ai ouvert mon application bancaire. Mon pouce a frôlé le capteur d'empreinte digitale avant de s'y poser. L'écran s'est affiché, présentant le solde de nos comptes chèques et épargne joint. Le solde indiquait 0. Mon souffle s'est coupé. J'ai rafraîchi l'application, pensant à une erreur de réseau. L'écran est apparu à nouveau. Le solde restait à 0. J'ai consulté l'historique des transactions. À 3 heures du matin, alors que j'étais en bas en train de remettre une clé USB à la police locale, Nathan avait effectué un virement d'urgence. Il avait retiré 150 000 $. C'était l'intégralité de mes primes d'entreprise accumulées ces 2 dernières années, la réserve de sécurité que nous gardions disponible pour les imprévus.
Une décharge d'adrénaline a parcouru mes veines. Dans un conflit conjugal ordinaire, un conjoint en colère peut vider un compte bancaire par vengeance. Mais la famille Miller n'agissait pas sous le coup de l'émotion. Elle agissait par calcul. Nathan avait pris cet argent pour me contraindre à céder. Il pensait qu'une femme privée de liquidités immédiates paniquerait, supplierait et finirait par accepter ses exigences. Il voulait que je retire le signalement contre Evelyne, supposant que je négocierais sa liberté contre mes économies. Il avait oublié qui il avait épousé. J'ai rejeté les draps, glissé mes pieds dans mes chaussons et me suis dirigé vers mon bureau de maison. J'ai ignoré la cuisine et la machine à café. Je n'avais pas besoin de caféine. J'avais besoin de données. J'ai verrouillé la porte du bureau et j'ai démarré mon terminal sécurisé. Le logiciel financier professionnel que j'utilisais pour la restructuration d'entreprise coûtait chaque mois à mon cabinet des sommes importantes en licence. Il offrait un accès en temps réel aux comptes bancaires internationaux, au registre des sociétés écrans et au réseau de fiducie à l'étranger. J'ai saisi le numéro de confirmation de la transaction de mon application bancaire. Je devais voir précisément où mon argent était allé. Le parcours numérique était étonnamment simple. Nathan avait transféré les fonds sur une fiducie privée enregistrée dans le Delaware. J'ai consulté les statuts de création de la fiducie. Le gérant désigné sur le document était Harrison. Il regroupait leurs capitaux, mettant mon argent à l'abri derrière le nom de son père. Mais je n'avais pas fini de chercher. L'analyse approfondie des données lancées 2 jours plus tôt, celle visant la société d'investissement de Nathan, se trouvait dans un dossier terminé sur mon bureau. J'ai ouvert le fichier. Des centaines de pages de registres financiers, de déclarations d'impôts et de portefeuilles de clients se sont affichés sur mon écran. J'ai passé les 2 heures suivantes à analyser les comptes de la vie professionnelle de mon mari. Ce que j'ai découvert rendait le retrait de mes économies dérisoires. Nathan ciblait des retraités aisés à travers le Connecticut. Il leur promettait des rendements réguliers et sûrs grâce à des portefeuilles immobiliers commerciaux diversifiés, mais l'argent qu'ils investissaient n'atteignait jamais le marché. Les comptes montraient un système de détournement régulier. Nathan prélevait des fonds sur les comptes de ses clients, masquant ses retraits sous forme de frais administratifs et de prestations de conseil à l'étranger. J'ai suivi la destination de ces frais de conseil suspects. L'argent passait par 3 sociétés écrans différentes avant d'arriver sur un compte d'entreprise nommé Milan Venture. J'ai vérifié le registre des entreprises de l'État. Milan Venture était enregistré au nom d'Evelyne. La vérité m'est apparue clairement. Toute l'activité de la famille Miller reposait sur une pyramide de Ponzi. Nathan détournait les fonds de ses clients pour financer le train de vie de luxe d'Evelyne. Il payait sa garde-robe de marque, ses conseillers en communication et les faux abonnés dont elle avait besoin sur les réseaux sociaux pour garantir son contrat de sponsoring de 2,5 millions de dollars. Ils essayaient de la maintenir à flot jusqu'à ce que le contrat commence à rapporter, moment auquel elle rembourserait théoriquement Nathan, lui permettant de remettre en place les fonds des clients avant les audits annuels. Mais le système s'effondrait. Le marché évoluait, les clients demandaient des comptes et le cabinet de Nathan manquait de liquidité. C'était pour cela que le dîner du dimanche avait eu lieu. C'était pour cela qu'ils exigeaient ma démission. Il n'avait jamais été question qu'Evelyne soit trop fatiguée pour élever son enfant. Si je quittais mon travail, je perdrais mes accès professionnels. Je perdrais mes codes de connexion à ce terminal. Je perdrais l'accès au logiciel professionnel qui me permettait de surveiller les anomalies financières. Nathan avait besoin de me priver de visibilité. Il me voulait occupé entre les murs de notre maison, accaparé par un nouveau-né, coupé du secteur financier. L'étendue de sa trahison était considérable. Mais le dernier élément était le plus vicieux. J'ai consulté nos déclarations d'impôts communes des 3 dernières années. Mon nom figurait juste à côté du sien. Mon image professionnelle propre, mon excellent dossier de crédit et ma situation irréprochable dans le milieu financier offraient la couverture idéale pour ses agissements. Si les services fiscaux s'intéressaient à son cabinet, sa défense était déjà prête. Il utiliserait mes revenus pour justifier leur train de vie important. Il affirmerait que les virements à l'étranger s'inscrivaient dans le cadre de mes activités complexes de restructuration d'entreprise. Il prévoyait de m'utiliser comme bouclier. Si le gouvernement lançait des poursuites, la piste des documents était conçue pour mener directement à moi. Mes mains reposaient sur le bord du bureau en acajou. J'ai fixé les chiffres sur l'écran. L'homme avec qui je partageais ma vie depuis 4 ans ne voulait pas seulement mon argent.
Il voulait ma liberté. Il considérait ma carrière comme une menace et ma personne comme un bouc émissaire idéal. Il pensait que vider mon compte d'épargne me ferait revenir vers eux en larmes. Il pensait que me priver de liquidité me retirerait tout pouvoir. Il n'avait pas compris que mon véritable pouvoir n'était pas l'argent disponible sur un compte courant. Mon pouvoir résidait dans mes compétences. Mon métier consistait à repérer les actifs dissimulés, à démanteler les conseils d'administration corrompus et à liquider les structures frauduleuses. J'ai pris mon téléphone portable. Je n'ai pas appelé Nathan. J'ai composé le numéro d'un contact que je gardais pour des urgences bien précises. L'appareil a sonné 2 fois avant qu'une voix ferme et assurée ne réponde. C'était Marcus, l'avocat spécialisé dans les divorces et les litiges financiers le plus redoutable du Connecticut. Nous avions collaboré sur plusieurs dossiers de faillite par le passé. Il connaissait ma façon de travailler. Marcus, ai-je dit d'une voix calme et ferme. J'ai besoin de déposer une demande d'injonction en urgence. Mon mari vient de vider des comptes communs en prévision d'un divorce. Je veux que ses comptes personnels soient bloqués. Je veux que ses comptes professionnels soient bloqués. Et je dois préparer un signalement fiscal pour les autorités fédérales. J'ai écouté Marcus prendre des notes rapidement. C'est comme si c'était fait, Amelia. Le blocage sera effectif auprès de ces banques d'ici midi. J'ai raccroché. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau, observant les feuilles d'automne tomber sur la pelouse impeccable de la maison que ma mère avait bâtie. Nathan s'apprêtait à recevoir une leçon difficile. On ne déclenche pas une guerre financière avec la personne qui détient les clés de sa propre existence. À l'heure du déjeuner, ses virements de salaire seraient rejetés. Sa Porsche en leasing ferait l'objet d'une saisie. Son organisation s'effondrerait. Et je serais assise ici même, attendant qu'il passe la porte d'entrée. J'ai posé mon téléphone sur le bureau en acajou et je me suis adossé à mon fauteuil en cuir. Le soleil du matin traversait le parquet, réchauffant la pièce. Je ne ressentais pas la panique que Nathan espérait. Je ne ressentais pas le besoin de pleurer pour un compte d'épargne vidé. À la place, un sourire calme s'est dessiné sur mon visage. Nathan pensait avoir été habile en retirant 150 000 $ au milieu de la nuit. Il pensait m'asphyxier financièrement. En réalité, il venait de me donner les arguments juridiques pour le confondre. La justice familiale du Connecticut considère de manière très stricte les conjoints qui vident les comptes joints. Cela est qualifié de détournement d'actifs communs. En transférant cet argent vers une fiducie gérée par son père, Nathan fournissait à mon avocat les arguments nécessaires pour obtenir une injonction en urgence. Je n'avais pas besoin d'attendre une audience formelle. Je n'avais pas besoin de le prévenir. Un juge considérerait son virement nocturne comme un acte de mauvaise foi et accorderait immédiatement à Marcus l'autorisation de bloquer tous les accès financiers de mon mari. Pendant que Marcus s'occupait de la procédure judiciaire au niveau de l'État, je me suis concentré sur le niveau fédéral. J'ai rassemblé les numéros de compte à l'étranger, les fausses factures de conseil et les statuts de la société Écran d'Evelyn. J'ai organisé l'ensemble en un dossier clair et incontestable. Je me suis rendu sur le portail de signalement des services fiscaux fédéraux. J'ai transmis le dossier signalant la société d'investissement de Nathan pour fraude fiscale et détournement de fonds de clients. L'administration fédérale prend du temps, mais un signalement de fraude déclenche des blocages automatiques sur les accès bancaires professionnels. La pression s'exerçait des 2 côtés. À 13 h, les premières notifications sont arrivées. Marcus m'a envoyé un message confirmant que le juge avait signé l'ordonnance. 5 minutes plus tard, les blocages étaient effectifs. Assise dans mon bureau, je suivais l'évolution de la situation sur mon logiciel professionnel. L'effet a été immédiat. Le cabinet de Nathan fonctionnait avec très peu de marge, comptant sur les dépôts des nouveaux clients pour payer ses frais courants. Aujourd'hui, nous étions vendredi. C'était le jour de la paix pour ses collaborateurs et ses assistants. J'ai vu le traitement des virements automatiques échouer. Des codes d'erreur rouges s'affichaient sur mon écran. Les salaires étaient rejetés. Le paiement du loyer de ses bureaux au propriétaire commercial était refusé pour solde insuffisant. Les prestataires de ces terminaux de données financières ont suspendu ses accès. En l'espace d'une pause déjeuner, son cabinet d'investissement a cessé de fonctionner. Sa trésorerie était réduite à néant. Puis est arrivée la notification qui m'a fait rire à voix haute. Mon téléphone a vibré pour m'indiquer une transaction sur une carte de crédit commune. Nous l'utilisions rarement,
Mais Nathan gardait une carte de prestige dans son portefeuille pour les imprévus. La notification indiquait une transaction refusée. Le commerce était une boutique d'horlogerie de luxe située sur Greenwich Avenue. Le montant de l'achat refusé était de 28 000 $. Je me représentais la scène à la perfection. Nathan essayait probablement d'afficher une assurance tranquille. Il essayait d'acheter un symbole de réussite pour rassurer son ego après avoir fui notre chambre ce matin. Il se tenait devant un comptoir, buvant une coupe de champagne offerte, tendant sa carte haut de gamme. Il s'attendait au signal d'acceptation. À la place, il avait subi l'humiliation suprême dans ce milieu. Le vendeur lui retournant la carte avec un sourire embarrassé, l'informant que la banque avait refusé la transaction. Il avait probablement essayé une seconde carte, celle de son entreprise, pour la trouver bloquée elle aussi. L'illusion était brisée. Il ne pouvait plus se cacher derrière ses costumes sur mesure et ses voitures de luxe en location. La restriction financière qu'il me destinait s'était retournée contre lui, l'enfermant dans sa propre impasse. Les notifications sur mon écran ont cessé. Le calme est revenu dans la maison. Mais je savais que cela ne durerait pas. Un homme privé de son argent et de son orgueil est une personne instable. À 15 heures, le silence a été brisé. Le bruit du moteur de sa voiture a retenti dans l'allée, suivi du crissement des pneus sur le gravier. Je suis resté assise à mon bureau. J'ai croisé mes mains sur la table en acajou et j'ai attendu. La porte d'entrée ne s'est pas simplement ouverte, elle a heurté le mur avec un grand fracas. Amélia. Sa voix a résonné dans tout l'escalier. Ce n'était plus le ton calme et condescendant du dîner de famille. C'était un cri de colère. C'était le cri d'un homme qui réalisait qu'il avait perdu le contrôle. Des pas lourds ont gravi les marches en bois. Je n'avais pas verrouillé la porte du bureau. Je voulais qu'il entre. La poignée en laiton a tourné brusquement et Nathan est entré dans la pièce. Il avait mauvaise mine. Le nœud de sa cravate en soie était défait. Son costume était froissé. Des traces de transpiration marquaient sa chemise. Son visage était rouge de colère, les veines de son cou apparentes. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-il exigé, s'approchant du bureau. Sa respiration était saccadée. Ses mains étaient crispées. Mes cartes sont bloquées. Les comptes de l'entreprise sont gelés. Le service comptable vient de m'appeler en panique parce que tous les salaires ont été rejetés. Je l'ai regardé, gardant un visage tout à fait calme. J'ai demandé une injonction en urgence, Nathan. Quand on retire 150 000 $ d'un compte joint au milieu de la nuit, la justice considère cela comme un détournement d'actifs communs. Le juge a accédé à la demande de mon avocat. Tu n'as plus de liquidité. Il m'a fixé, cherchant une réaction sur mon visage. Il s'attendait à me trouver en larmes. Il s'attendait à ce que je le supplie de me rendre mes économies. Me voir assise calmement à mon bureau, tenant les rênes de sa situation, l'a poussé à bout. Il s'est avancé, frappant de ses deux mains sur mon bureau. Le choc a fait bouger mon écran d'ordinateur. Tu débloques ces comptes immédiatement, a-t-il dit en se penchant si près que je pouvais sentir son souffle et sa panique. Tu es en train de me détruire. Mes clients vont s'en rendre compte. Les prestataires menacent déjà de couper les serveurs. Tu t'es détruit toi-même, ai-je répondu, sans reculer d'un pouce. Tu as mis en place un système frauduleux pour financer le projet d'Evelyne. Tu as détourné l'argent de tes clients pour payer ses soins et ses abonnés sur les réseaux sociaux. Je suis au courant pour Milan Venture, Nathan. Je sais pour les frais de conseil à l'étranger. Tu n'es pas une victime. Tu es l'auteur de ces fraudes. Le rouge a disparu de son visage, le laissant pâle. La mention de Milan Venture l'a frappé de plein fouet. Il a reculé d'un pas, la bouche ouverte, sans parvenir à prononcer un mot. Comprendre que j'avais accédé à ses comptes secrets lui a retiré son assurance. Il était coincé, et un homme coincé qui n'a plus rien à perdre est capable de réactions imprévisibles. Son regard est passé de mon visage au tiroir de mon bureau, un calcul désespéré apparaissant dans ses yeux. Son expression s'est faite menaçante, se préparant à formuler l'intimidation la plus basse que j'ai jamais entendue. Nathan n'a pas reculé. Il s'est penché davantage sur le bureau en acajou, réduisant l'espace entre nous. L'odeur de sa peur se mêlait à son parfum fort. Ses yeux étaient grands, traduisant un mélange de panique et de colère sourde. Pendant 4 ans, il avait pensé contrôler la situation.
Il pensait être le garant de notre train de vie. Il n'avait jamais réalisé qu'il n'était qu'un passager dans mon organisation. Découvrir que je savais pour la fausse entreprise de sa sœur et que je suivais ses transferts de fonds brisait ses certitudes. Sa respiration était irrégulière dans le bureau silencieux. Amélia, commença-t-il, sa voix tremblant légèrement avant de reprendre un ton plus bas, essayant de retrouver un semblant d'autorité. Tu ne comprends pas à quel point la situation est complexe. Le marché a évolué. J'avais l'intention de remettre ces fonds. Milan Venture n'est qu'un soutien temporaire. Si tu lèves le blocage sur les comptes, je peux arranger ça. Je peux faire passer les salaires d'ici demain. Je peux protéger les clients. On n'arrange pas un détournement de fonds, ai-je répondu d'un ton neutre. Tu as pris l'argent de tes clients. Les services fiscaux se moquent de savoir si tu avais l'intention de le remettre. Tu as commis une fraude fiscale systématique. Il m'a fixé, mesurant la portée de mes mots. Puis son attitude s'est faite froide, sombre et menaçante. L'homme d'affaires charmant que j'avais épousé s'était effacé, laissant place à un individu prêt à tout pour échapper à sa situation. Il s'est redressé, lissant sa chemise froissée. Il a pris une inspiration lente, reprenant un calme inquiétant. Tu penses avoir gagné, dit-il, un sourire méprisant se dessinant sur ses lèvres. Tu penses pouvoir bloquer mes comptes et t'en sortir ainsi? Tu oublies un détail important concernant le milieu dans lequel nous évoluons, Amélia. Il s'est détourné du bureau et a commencé à marcher lentement dans la pièce, faisant les 100 pas. La restructuration d'entreprise repose entièrement sur la confiance. Si tes clients pensent que tu es instable, si les administrateurs s'interrogent sur ton intégrité, tu perds ta réputation. Tu perds ton salaire de 450 000 $. Tu perds tout ce qui compte pour toi. Je l'ai regardé marcher, gardant mes mains jointes sur le bureau. Et comment prévois-tu de les convaincre que je suis instable, Nathan? Il s'est arrêté près de la porte, se tournant vers moi avec un regard méprisant. Je vais appeler Richard, ton associé gérant. Je vais lui expliquer pourquoi tu as agi de manière si étrange cette semaine. Je vais lui dire la vérité sur ma brillante épouse. Il s'est interrompu, laissant le silence s'installer, savourant son effet. Je vais dire aux administrateurs que tu as volé les médicaments prescrits à ta défunte mère. Je vais affirmer que la pression de ton travail t'a fait craquer et que tu te drogues en secret depuis 2 ans. Je vais donner une description détaillée de flacons de pilules vides que j'aurais trouvés cachés dans la doublure de tes manteaux d'hiver. Et comme Caroline a déjà fait circuler l'idée que tu es agressive et instable, Richard me croira. Ils t'imposeront une cure de désintoxication forcée. Ils te retireront ton statut d'associé. Ta carrière sera terminée avant lundi matin. Un silence pesant s'est installé dans le bureau. Cette accusation n'était pas seulement un mensonge, c'était une attaque personnelle conçue pour utiliser le chagrin que je portais pour ma mère. Dans le milieu des affaires, une accusation d'usage de produits stupéfiants contre un cadre gérant des intérêts importants entraîne une suspension immédiate en attendant une enquête indépendante. Même si je passais un examen médical, le soupçon suffirait à détruire ma crédibilité. Nathan savait exactement où frapper. Il s'est approché à nouveau du bureau, pleinement rassuré. Son sourire s'est fait triomphant. Alors, voici ce qui va se passer, continua-t-il d'un ton condescendant. Tu vas appeler Marcus. Tu vas retirer la demande de divorce. Tu vas faire lever l'injonction et débloquer tous les comptes associés à mon nom. Et ensuite, tu vas signer un acte de transfert de propriété, me cédant 50% de cette maison. Tu vas faire tout cela, sinon je détruis ta vie professionnelle. Je devais jouer le jeu à la perfection. J'ai laissé mes épaules s'affaisser, abandonnant la posture rigide que je maintenais depuis des heures. J'ai baissé les yeux, fixant le bois d'acajou. J'ai adopté une respiration rapide et superficielle. J'ai laissé ma lèvre inférieure trembler. J'ai porté mes mains à mon visage, me couvrant les yeux alors qu'un sanglot tremblant s'échappait de ma gorge. S'il te plaît, ai-je chuchoté d'une voix tremblante d'une terreur feinte. Nathan, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne mêle pas ma mère à cela. J'ai travaillé si dur pour devenir associé. Si tu appelles Richard, ils vont me licencier. Il a ri, un rire sombre et satisfait qui a résonné dans la pièce. Cela dépend entièrement de toi, Amélia. Fais le bon choix. J'ai fermé les yeux, forçant une larme à s'échapper pour couler sur ma joue. Je l'ai regardé à travers mes cils, affichant une défaite totale. J'ai besoin de temps,
ai-je articulé, serrant mes bras contre moi comme pour retenir mes larmes. Je ne peux pas annuler des blocages officiels en 5 minutes. Les banques vont fermer. J'ai besoin de 24 heures pour préparer les documents et arrêter Marcus. S'il te plaît, donne-moi juste 24 heures. Nathan se tenait au-dessus de moi, savourant sa victoire apparente. Il a tendu le bras et a tapoté mon épaule, un geste de réconfort hypocrite qui m'a glacé le sang. Tu as jusqu'à demain à la même heure, dit-il d'un ton sec et professionnel. Ne tente rien d'insensé. Les administrateurs ne sont qu'à un appel téléphonique de distance. Il s'est détourné et est sorti du bureau. J'ai écouté ses pas lourds descendre le grand escalier. La porte d'entrée s'est ouverte puis s'est refermée. Son moteur a démarré et ses pneus ont crissé sur le gravier alors qu'il s'éloignait. Il se dirigeait probablement vers la propriété de ses parents pour fêter sa victoire. Il pensait m'avoir devancé. Il pensait que la menace de ruine professionnelle m'avait soumise. Le bruit de sa voiture s'est estompé dans le lointain, laissant la maison dans un silence complet. J'ai retiré mes mains de mon visage. Les larmes ont cessé instantanément. J'ai redressé mon dos, appuyant mes épaules contre le fauteuil en cuir. L'attitude de l'épouse brisée et terrifiée a disparu, remplacée par une concentration froide et intense. Je me suis levé et suis sorti du bureau. J'ai descendu le couloir et les escaliers, arrivant dans la grande cuisine ouverte. La lumière de l'après-midi traversait les baies vitrées, éclairant l'îlot en marbre. Posé face contre le marbre, au centre exact du comptoir, se trouvait mon téléphone portable. Lorsque Nathan était entré précipitamment dans la maison 30 minutes plus tôt, je ne l'avais pas simplement attendu dans mon bureau. J'avais vu sa voiture arriver dans l'allée. Je savais que son arrivée serait explosive. J'avais posé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine, activé l'application d'enregistrement vocal et lancé l'enregistrement. Le micro était très sensible, conçu pour les réunions professionnelles. Il avait enregistré chaque mot prononcé dans l'espace ouvert de la maison. J'ai tendu la main et j'ai pris l'appareil. L'écran s'est allumé, affichant un bandeau rouge indiquant une session d'enregistrement en cours. Le compteur affichait 34 minutes et 12 secondes. J'ai touché l'écran. Le bandeau rouge a disparu, remplacé par une notification de fichier enregistré. J'ai tenu le téléphone dans ma main, sentant le métal frais contre ma peau. Nathan venait de commettre une tentative d'extorsion caractérisée. Il avait clairement décrit un plan de chantage en utilisant des accusations mensongères d'usage de stupéfiants. Il liait directement cette menace à une demande de transfert immobilier et à l'annulation d'une décision de justice. C'était un délit caractérisé, enregistré avec une clarté parfaite. Il pensait menacer ma carrière. Il ne réalisait pas qu'il venait de me donner les moyens de le confondre. Je me suis approché de la machine à café et j'ai préparé un double expresso. Tout était en place. J'avais les documents de ces détournements de fonds. J'avais le signalement pour abandon d'enfant visant Evelyne. J'avais l'enregistrement vocal de son chantage. La famille Miller pensait pouvoir me contraindre dans l'ombre. Ils pensaient que leur menace m'imposerait le silence. Ils se trompaient. Je n'allais pas seulement les affronter devant un tribunal. J'allais les confondre publiquement. Demain soir avait lieu le gala annuel d'automne au Country Club de Greenwich. C'était le centre de leur influence sociale, l'endroit même où ils se croyaient intouchables. J'ai bu une gorgée d'expresso. J'avais 24 heures pour préparer l'échéance. Le temps de la réserve était terminé. Il était temps de passer à l'attaque. Le soleil du matin traversait les grandes fenêtres de mon bureau, projetant de longues ombres sur le parquet. Samedi était arrivé. Dans exactement 14 heures, le Country Club de Greenwich ouvrirait ses portes dorées pour le gala d'automne annuel des Miller. Pendant 3 décennies, Caroline avait considéré cet événement comme sa consécration personnelle. Elle préparait la liste des invités avec une précision stricte, utilisant les invitations pour récompenser ses soutiens et écarter ses rivaux. Recevoir une enveloppe portant son emblème signifiait que vous comptiez dans le milieu sélect de la haute société du Connecticut. En être exclu signifiait une mise à l'écart social. Cette année, mon nom avait été retiré de la liste. Ils supposaient que me bannir de leur réception me laisserait en larmes dans ma cuisine, isolé et désespéré d'obtenir leur approbation. Au contraire, cela m'offrait le calme nécessaire pour organiser leur chute. Je me suis assise à mon bureau en acajou et j'ai lancé une visioconférence sécurisée avec mon avocat principal à Manhattan.
Je lui ai demandé de dissoudre la société écran protégeant la structure du Delaware. Depuis 3 ans, cette entité anonyme détenait les titres de l'empire immobilier défaillant de Harrison. Elle les préservait de l'attention publique et des créanciers. J'ai signé les documents de transfert électronique, rattachant l'intégralité du portefeuille de dette de 6,2 millions de dollars directement à mon nom propre. Je n'étais plus une donatrice anonyme cachée derrière une personne morale. Je devenais leur créancière directe et unique. Les conséquences juridiques étaient majeures. Si Harrison manquait à une seule clause, s'il était en défaut sur une fraction de ses intérêts, je détenais l'autorité unilatérale de saisir ses propriétés commerciales et ses actifs personnels. Ce changement de propriété apparaîtrait dans les registres bancaires d'ici lundi matin, mais je n'avais pas l'intention d'attendre jusque-là pour lui annoncer la nouvelle. Harrison aimait se présenter comme un bâtisseur d'empires indépendants. J'allais lui remettre la facture de son existence. Une fois le dispositif immobilier en place, je me suis concentré sur la génération suivante. J'ai rédigé un message électronique sécurisé. Ma cible était la vice-présidente des relations publiques de la marque internationale de bien-être qui avait proposé à Evelyn son contrat de sponsoring de 2,5 millions de dollars. Les marques opérant dans le domaine de la puériculture dépendent entièrement de leur image de respectabilité et de sincérité. Elles s'adressent à des consommateurs attentifs qui achètent des aliments biologiques pour bébés et des couches écologiques. Ces entreprises ne peuvent s'associer à une affaire de négligence sur enfants. Un scandale de cette importance détruirait leurs prévisions financières et provoquerait la réaction des actionnaires. J'ai rédigé un message court, adoptant le ton neutre d'un signalement professionnel. J'ai joint le numéro officiel de la procédure ouverte par les services de protection de l'enfance. J'ai joint la copie numérisée du mot manuscrit qu'Evelyn avait laissé sur le comptoir de ma cuisine, celui où elle me disait de m'amuser. Enfin, j'ai transmis les enregistrements de la caméra de sécurité haute définition. La vidéo montrait l'influenceuse déposer son fils nouveau-né sur le béton froid et repartir dans la nuit pour préparer son voyage publicitaire. J'ai envoyé le message. Les documents ont été transmis, destinés à la messagerie d'une responsable des relations publiques à Manhattan qui réagirait sans doute immédiatement à la lecture de ces pièces. Les équipes de gestion de crise seraient activées dans l'heure. Au moment où Evelyn entrerait au country club ce soir, son contrat de plusieurs millions ne serait plus qu'un morceau de papier sans valeur, et son image de marque serait réduite à néant. Le dernier élément demandait une approche plus précise. J'ai connecté mon téléphone à mon ordinateur. J'ai extrait l'enregistrement audio réalisé lors de l'intrusion de Nathan dans la cuisine. J'ai traité le fichier à l'aide d'un logiciel audio pour isoler les voix. J'ai atténué le bruit de fond du réfrigérateur et amplifié les voix. Les paroles de Nathan ont résonné dans mes haut-parleurs, nettes et claires. Je l'écoutais décrire son projet de fausse accusation d'usage de stupéfiants. Je l'écoutais exiger 50% de la maison de ma mère en échange de ma sécurité professionnelle. Entendre sa voix calculée a effacé les derniers doutes que j'aurais pu avoir envers l'homme que j'avais épousé. Il considérait ma perte comme le moyen de son propre salut. Il ne voyait pas une épouse, il voyait un obstacle à éliminer. L'enregistrement était parfait. Il saisissait le moment précis où une dérive financière devenait une tentative d'extorsion caractérisée. J'ai enregistré le fichier audio nettoyé sur la mémoire de mon téléphone. J'ai sauvegardé une copie sur un espace de stockage en ligne sécurisé, m'assurant que même s'il détruisait mon appareil, les preuves subsisteraient. Mes éléments étaient rassemblés, vérifiés et prêts. Le dossier était complet. L'horloge du couloir a sonné 18 heures. Il était temps de laisser de côté l'attitude professionnelle et de choisir une autre option. Je suis monté à l'étage dans la suite principale. Mon dressing était rempli des vêtements au ton discret et classique que Caroline considérait comme convenables pour l'épouse d'un Miller. Elle préférait les femmes qui restaient en retrait, vêtues de beige et de bleu marine, laissant les hommes diriger la conversation et imposer leur choix. J'ai ignoré cette partie de ma garde-robe. Je suis allé chercher dans le coin le plus éloigné un sac contenant une robe achetée il y a des années mais jamais portée. C'était une robe longue en soie d'un rouge carmin affirmé. Le tissu tombait avec élégance, présentant un col montant qui contrastait avec un décolleté plongeant dans le dos. Ce n'était pas une robe conçue pour une belle fille discrète cherchant à s'effacer. C'était une tenue faite pour marquer les esprits, attirer les regards et s'imposer au centre de l'attention. J'ai passé l'heure suivante à me maquiller avec soin. J'ai relevé mes cheveux sombres en un chignon structuré qui dégageait mon cou et soulignait les lignes de mon visage. J'ai chaussé des escarpins noirs à talons aiguilles qui résonnaient sur le parquet.
Je me suis regardé dans le miroir. La femme qui m'observait ne ressemblait pas à une victime de chantage financier ou d'exclusion sociale. Elle ressemblait à une personne prête à rendre la justice. J'ai pris ma pochette de soirée, glissant mon téléphone dans la doublure en soie. L'écran restait éteint, mais le fichier audio était sélectionné et prêt à être diffusé d'un simple geste. J'ai descendu le grand escalier, mes talons résonnant dans la maison vide. Le silence semblait différent à présent. Ce n'était pas le calme de l'isolement ou de la défaite. C'était le calme qui précède une tempête dévastatrice. J'ai ouvert la porte d'entrée et suis sorti dans la nuit fraîche d'automne. Une berline noire m'attendait en bas de l'allée, commandée par mon service de conciergerie privée. Je me suis glissé sur la banquette arrière en cuir, demandant au chauffeur de se diriger vers le country club de Greenwich. Alors que le véhicule parcourait les routes sinueuses bordées d'arbres, mon pouls restait régulier et calme. Nathan pensait disposer de 24 heures pour savourer ma soumission. Caroline pensait m'avoir exclu de son milieu. Ils buvaient actuellement du champagne coûteux, profitant de leur réussite apparente, entourés des familles les plus aisées du Connecticut. Ils n'avaient aucune idée que j'apportais de quoi ébranler leur organisation fragile. Les pneus de la berline ont crissé doucement sur le gravier blanc de l'allée du country club de Greenwich. Le bâtiment imposant apparaissait devant nous, une grande demeure coloniale avec de colonnes blanches et du lierre grimpant sur la façade en briques historiques. Depuis des générations, cet endroit servait de centre de décision locale. Des affaires se réglaient sur les parcours de golf et des réputations se faisaient au cours d'été de l'après-midi. Ce soir, il accueillait le gala d'automne, l'événement majeur de la saison sociale. Le voiturier, un jeune homme dans un uniforme blanc impeccable, a ouvert ma portière. Je suis descendu dans l'air frais de la nuit. La soie rouge carmin de ma robe captait la lumière des lanternes qui éclairaient l'entrée. Le tissu bougeait avec élégance, contrastant avec l'obscurité de la soirée. Je ne me suis pas pressé. J'ai gravi les marches en pierre d'un pas mesuré et délibéré, avec l'assurance d'une femme qui maîtrise la situation. 2 employés en tenue de soirée ont ouvert les lourdes portes vitrées en acajou. La chaleur soudaine du hall apportait des parfums de marques coûteuses, de bœuf rôti et de lys frais. Le hall était bordé de portraits à l'huile des anciens présidents du club, une galerie de visages sévères veillant sur leur cercle fermé. J'ai ignoré le vestiaire et me suis dirigé vers la grande salle de réception. Un orchestre de jazz de 12 musiciens occupait une estrade au fond de la pièce, jouant un air entraînant qui couvrait le bruit des verres et les rires polis. La salle était uniforme. Les hommes portaient des smokings noirs identiques. Les femmes respectaient le code vestimentaire discret des milieux aisés, vêtus de gris argenté, de champagne ou de bleu marine classique. Mon apparition soudaine dans l'encadrement de la porte a provoqué une surprise visuelle. Le rouge carmin de ma robe brisait la monotonie comme un signal lumineux dans un espace sombre. Je suis entré dans la pièce et l'assistance a réagi immédiatement. Les conversations proches de l'entrée se sont interrompues, les têtes se sont tournées, les yeux se sont agrandis. La campagne de dénigrement que Caroline avait lancée au début de la semaine avait dessiné une image très précise de moi. J'étais censé être une femme fragile, instable, isolée chez elle. Le milieu sélect du Connecticut s'attendait à voir une personne défaite, pleurant sur son mariage brisé et sa carrière compromise. À la place, il voyait une femme forte et décidée. J'ai gardé le menton haut, les épaules en arrière et le regard fixe. Je n'ai pas cherché de visages amicaux car je savais qu'il n'y en avait pas. Je suis passé devant des tables couvertes de nappes blanches et de grands centres de tables fleuries. Un murmure de surprise a commencé à parcourir la foule, se propageant plus vite que la musique. Des femmes se penchaient derrière leurs pochettes pour parler à leur mari. Des hommes posaient leurs verres, observant la scène avec étonnement. J'ai parcouru la grande salle du regard, repérant la table d'honneur située près de la piste de danse. Caroline était assise au centre, entourée de ses proches. Elle portait une robe lourde et ornée d'un bleu saphir classique. Harrison était assis à ses côtés, riant à une plaisanterie d'un promoteur immobilier voisin. Evelyn était absente de sa place réservée, probablement réfugiée dans une chambre d'hôtel, faisant face aux conséquences de l'annulation de ses contrats publicitaires et à l'enquête pour négligence sur enfant. Caroline a tourné la tête pour identifier l'origine du silence soudain qui s'installait dans la salle. Son regard s'est posé sur moi. Son visage a exprimé une surprise mêlée de crainte. Son sourire de circonstance s'est évanoui. Elle a perdu ses couleurs, sa peau prenant un ton pâle sous les grands lustres en cristal.
Ses doigts agrippaient le bord de la table si fermement que ses articulations en étaient blanches. Elle reconnaissait la robe rouge. Elle reconnaissait l'attitude. Elle comprenait immédiatement que l'image de la femme brisée qu'elle pensait avoir soumise n'était qu'une illusion. Harrison a suivi son regard. Il a laissé tomber sa fourchette sur son assiette dans un bruit sec. Il s'est levé, sa chaise reculant bruyamment sur le parquet ciré. Caroline a commencé à faire des signes de la main, désignant 2 agents de sécurité postés près des portes de service de la cuisine. Elle transmettait des ordres rapides, demandant qu'on m'intercepte avant que je ne puisse atteindre le centre de la pièce. 2 hommes en costume sombre se sont avancés, l'expression hésitante entre leur devoir professionnel et une grande confusion. Ils se sont placés de manière à me barrer la route, formant un écran entre moi et la piste de danse. Je n'ai pas ralenti mon pas. Je me suis dirigé droit vers le garde le plus grand, m'arrêtant à quelques centimètres de lui. J'ai plongé mon regard dans le sien, mon expression étant de marbre. Je suis membre de plein droit de cette institution, ai-je dit d'une voix basse mais ferme. Mes cotisations sont à jour. Si vous posez la main sur cette robe, mes avocats s'assureront que vous passiez les prochaines années dans des procédures judiciaires. Écartez-vous. Dans les milieux aisés de la Nouvelle-Angleterre, les agents de sécurité privés sont habitués à gérer des personnes alcoolisées ou des intrus mineurs. Ils ne sont pas préparés à s'interposer physiquement face à une femme aisée et déterminée menaçant de poursuites judiciaires majeures. Le garde a hésité, son regard allant de Caroline à mon visage impassible. Il a fait un choix de prudence pour préserver son emploi. Il a baissé la main et s'est décalé sur la droite, me laissant le passage. Je suis passé devant lui sans lui jeter un second regard. Je ne me suis pas dirigé vers la table des Miller. J'ai modifié ma trajectoire et me suis dirigé vers l'estrade des musiciens. Les membres de l'orchestre de jazz ont remarqué mon approche. Le trompettiste a baissé son instrument en premier. Le contrebassiste s'est arrêté. L'un après l'autre, les musiciens ont cessé de jouer, la musique s'éteignant de manière désordonnée. Le silence qui s'est installé dans la salle était impressionnant. Des centaines d'invités retenaient leur souffle, observant une scène qui brisait toutes les conventions de leur milieu. J'ai gravi les 3 marches menant à la scène. Je me suis avancé au centre de l'estrade et j'ai posé la main sur le pied métallique du micro. J'ai retiré le micro de son support. Un léger sifflement a résonné dans les haut-parleurs, un bruit sec qui a capté l'attention de chaque personne présente dans le bâtiment. J'ai regardé l'assistance devant moi. Je maîtrisais la situation, imposant un calme qui ne demandait pas de hausser le ton. J'apercevais des juges de renom, des investisseurs et des héritiers de grandes fortunes. Je voyais les personnes qui m'avaient jugé, qui avaient fait circuler des rumeurs et qui avaient tenté de m'isoler pour le compte d'une famille dont la réussite reposait sur des mensonges. C'est alors qu'un mouvement près du bar du fond a brisé le calme. Nathan est apparu dans la foule. Il a bousculé un serveur, envoyant un plateau de flûte de champagne se briser sur le sol. Le bruit du verre brisé a retenti nettement. Il avait visiblement bu, cherchant de l'assurance après avoir passé la journée confronté au blocage de ses comptes bancaires. Son visage était rouge de colère. Les veines de son front étaient apparentes sous la lumière crue. Il s'est avancé dans l'allée centrale, se dirigeant vers la scène d'un pas lourd et rapide. Sa veste de costume était ouverte, flottant derrière lui. L'image de l'homme d'affaires charmant avait disparu, remplacée par celle d'un homme aux abois. Comprenant que sa situation s'effondrait, il a pointé un doigt tremblant vers moi, formulant des menaces qui s'entendaient dans la salle silencieuse. « Descends de là immédiatement », a-t-il dit d'une voix basse et rauque, tremblante de panique et de colère. « Tu es en train de tout gâcher. Pose ça, Amelia. Si tu dis un mot, je te détruis. » L'assistance restait immobile, observant la perte de contrôle d'un membre de l'élite financière locale. Ils attendaient la suite. Ils s'attendaient à ce que je cède face à sa colère publique ou que je quitte la scène en larmes. Au lieu de cela, j'ai plongé la main dans la doublure en soie de ma pochette de soirée et j'ai sorti mon téléphone portable. L'écran a éclairé mon visage sur la scène sombre. Le fichier audio était sélectionné. Le piège était tendu. Nathan se dirigeait vers sa propre perte, et je tenais les commandes. Nathan s'est avancé brusquement. Sa main a cherché à saisir le pied métallique du micro. Il agissait avec la détresse d'un homme en perdition, sous l'effet de l'alcool et d'une panique évidente. Je n'ai pas scié. Je n'ai pas reculé. J'ai simplement pivoté sur mes talons,
écartant le micro de ses mains tendues d'un mouvement fluide et calculé. Le tissu rouge carmin de ma robe en soie a bougé autour de mes jambes alors que je l'esquivais sans effort. Il a trébuché, ses chaussures de marque glissant sur le parquet de la scène. Il a heurté la batterie des musiciens. Une cymbale en laiton est tombée sur le sol, ce bruit métallique sec résonnant dans la salle de réception. L'assistance a eu un mouvement de surprise. Il voyait un financier reconnu, un homme qui mettait en avant son contrôle et son élégance, perdre pied de manière désordonnée sous leurs yeux. J'ai approché le micro de mes lèvres, ma voix résonnant sous les plafonds hauts, claire, ferme et sans aucune hésitation. « Bonsoir à tous », ai-je dit, le son amplifié brisant la tension. « Je vous prie de m'excuser pour cette interruption au milieu des festivités. Cependant, j'ai une déclaration rapide et définitive à faire concernant la famille Miller. » Nathan s'est figé. Il était à genoux, essayant de se relever, mais le ton assuré de ma voix l'a paralysé. Il me fixait, sa respiration rapide, son visage rouge de colère et de panique. J'ai gardé le regard haut, observant la foule des invités de marque, ignorant la scène qui se jouait à mes pieds. À compter de ce jour, je divorce de Nathan, déclarai-je. La procédure judiciaire est déjà lancée. Le terme « divorce » était rarement prononcé à voix haute dans ce milieu fermé. Les séparations se géraient habituellement dans la discrétion, négociées par des avocats coûteux pour préserver l'image publique. L'annoncer sur scène lors du gala d'automne était une déclaration de rupture définitive. L'assistance a reçu l'information, le silence devenant plus lourd, plus dense, comme l'atmosphère avant un orage. Nathan a poussé un cri de colère, abandonnant toute retenue. « Donne-moi ça », a-t-il lancé, se jetant à nouveau vers l'avant pour m'arracher le micro. J'ai esquivé son geste avec précision. Tandis qu'il luttait pour retrouver son équilibre, j'ai pris mon téléphone dans ma pochette de soirée. J'ai déverrouillé l'écran d'un geste. J'ai placé le haut-parleur de mon appareil directement contre la grille du micro. J'ai lancé la lecture. L'enregistrement numérique s'est diffusé dans la salle de réception. Il est passé directement par le système de sonorisation professionnel. La voix enregistrée de Nathan a résonné dans les haut-parleurs, remplissant chaque espace de la grande salle. « Tu penses pouvoir bloquer mes comptes et t'en sortir ainsi ?» commença l'enregistrement. L'acoustique du country club amplifiait le ton cruel et suffisant de sa voix. La qualité audio était parfaite, restituant l'intention malveillante qu'il réservait à l'intimité de notre cuisine. L'assistance est restée immobile. Les hommes en smoking ont posé leurs verres. Les femmes en robe de soirée ont couvert leur visage. Je vais dire aux administrateurs que tu as volé les médicaments prescrits à ta défunte mère, continuait la voix enregistrée, résonnant contre les murs de briques. Je vais affirmer que la pression t'a fait craquer. J'ai observé les tables. J'apercevais des juges, des investisseurs et les promoteurs immobiliers les plus aisés de l'État, tous figés par la surprise. C'étaient les personnes même sur lesquelles Nathan s'appuyait pour obtenir des capitaux et asseoir sa position sociale. Ils écoutaient un homme en qui ils avaient confiance décrire un plan de chantage contre sa propre épouse. Ils l'entendaient utiliser la mémoire d'une femme décédée pour compromettre une carrière. L'enregistrement se poursuivait, précis et accusateur. Milan Venture n'est qu'un soutien temporaire. Si tu lèves le blocage sur les comptes, je peux arranger ça. Je peux faire passer les salaires d'ici demain. Un murmure de compréhension a parcouru la foule des professionnels de la finance. Ils comprenaient les termes. Nathan avouait un système de détournement de fonds de clients. Il admettait ouvertement qu'il transférait des capitaux détournés vers la société écran de sa sœur, prouvant que son cabinet d'investissement n'était qu'une structure frauduleuse. Nathan a fini par se redresser, mais son assurance avait disparu. Son visage avait perdu ses couleurs, prenant un ton blanc sous la lumière de la scène. Il fixait les haut-parleurs fixés au mur comme s'il s'agissait de menaces concrètes. La réalité de sa situation s'imposait à lui. Il n'était pas en train de se disputer avec sa femme dans l'intimité de notre cuisine. Il diffusait ses délits financiers devant une salle remplie de témoins potentiels, dont beaucoup disposaient de l'autorité légale et des motifs personnels pour demander ses comptes dès le lendemain. Ses épaules se sont affaissées. Ses bras pendaient le long de son corps. L'homme menaçant qui avait annoncé ma ruine professionnelle 24 heures plus tôt n'était plus qu'une silhouette défaite. Il a regardé l'assistance, cherchant un visage amical parmi ses pairs, mais n'en a trouvé aucun. Les personnes qu'il avait cherché à impressionner toute sa vie le regardaient avec mépris et pitié.
J'ai baissé les yeux vers la table d'honneur située près de la piste de danse. Caroline avait caché son visage dans ses mains. Ses épaules bougeaient sous l'effet de pleurs silencieux et humiliants. L'image de la famille Miller, la réputation qu'elle avait préservée pendant des décennies, se brisait en morceaux. Harrison restait immobile à ses côtés, la mâchoire crispée. Il regardait son fils avec une expression de profonde déception. Il comprenait que le fils qu'ils avaient soutenu et protégé était un risque majeur qui venait de détruire définitivement leur position sociale. L'enregistrement est arrivé à sa phrase finale, « Tu vas débloquer ces comptes et signer un acte de transfert de propriété me cédant 50% de cette maison, sinon je détruis ta vie professionnelle. » L'audio s'est arrêté, laissant un silence lourd dans la salle. Personne ne bougeait. Le bruit des couverts et le mouvement des robes s'étaient interrompus. J'ai touché l'écran de mon téléphone, arrêtant l'application, et j'ai glissé l'appareil dans ma pochette. La fin de la réputation de Nathan était actée. Son cabinet ferait face au départ de ses clients dès lundi, suivi rapidement par des enquêtes des services fiscaux et de régulation financière. Il perdrait ses autorisations, ses revenus et probablement sa liberté. Mais il n'était qu'un élément du problème. Il était le symptôme, pas la cause. À l'origine de cette organisation se trouvait une influence établie sur des décennies de privilèges. J'ai resserré ma prise sur le micro. J'ai détourné mon attention de mon mari défait, l'ignorant totalement. Mon regard s'est porté au-delà de la scène pour se fixer sur mon beau-père. Harrison pensait ses secrets préservés dans l'intimité de son bureau de direction. Il supposait que sa fortune immobilière affichée dans ce club le protégeait de toute conséquence. Il pensait que j'étais une simple comptable qui avait seulement devancé son fils irresponsable. J'ai pris une inspiration lente, laissant la tente s'installer dans la salle silencieuse, me préparant à montrer à Harrison qui maîtrisait réellement la situation. Le silence dans la salle semblait plus lourd que le plomb. Nathan restait sur la scène, l'ombre de l'homme arrogant qui s'y était présenté plus tôt. Les invités ne le regardaient pas avec sympathie. Ils le considéraient comme un risque. Dans le milieu sélect du Connecticut, la faiblesse est une faute, mais commettre des délits financiers est une trahison impardonnable. Je suis passé à côté de mon mari défait. Il n'était plus ma préoccupation. Mes yeux ont parcouru la salle éclairée à la bougie pour se fixer sur la table d'honneur. Harrison restait immobile à côté de sa femme en larmes. Pendant 30 ans, mon beau-père avait construit l'image d'un promoteur immobilier important et intouchable. Il portait des costumes sur mesure importés d'Italie et dirigeait les réunions d'une main de fer. Il considérait ma carrière comme une activité secondaire, supposant que ma seule utilité était de donner des héritiers à sa famille. Il m'avait toujours traité avec une politesse condescendante, persuadé que ses origines aisaient le placer au-dessus d'une femme qui travaillait pour acquérir sa richesse. Il pensait son empire solide. Il ignorait qu'il se trouvait sur une trappe et que je tenais les commandes. J'ai ajusté ma prise sur le micro. Le faible ronronnement de la sonorisation rappelait à chacun que je maîtrisais encore la salle. « Harrison » ai-je dit, ma voix résonnant nettement sur l'assistance silencieuse. L'utilisation soudaine de son prénom, sans formule de respect familial, l'a fait tressaillir. Vous avez passé la dernière décennie à vous vanter de la solidité du portefeuille immobilier de la famille Miller. Vous vous êtes tenu dans cette salle année après année, acceptant les félicitations pour votre sens des affaires. Vous disiez à vos proches que vous étiez un bâtisseur indépendant. Les tables voisines se sont rapprochées, captivées par la précision de cette mise au point publique. Harrison a levé le menton, essayant d'afficher une assurance de façade. Il s'efforçait de maintenir l'attitude d'un patriarche protégeant son domaine, mais la légère tension de sa mâchoire trahissait sa panique naissante. Ce que vous avez omis de dire à vos pairs, continuai-je, marquant un temps d'arrêt pour laisser la tension s'installer, c'est qu'il y a 3 ans, vos banques s'apprêtaient à saisir vos 4 plus importantes propriétés commerciales à Stanford. Vous étiez surendetté. Vous sombriez sous le poids de dettes toxiques. Vos créanciers se préparaient à liquider l'ensemble de vos biens. Vous étiez à 30 jours d'une faillite totale. Un mouvement de surprise a parcouru l'assistance. Les investisseurs et les élus locaux ont échangé des regards étonnés. À Greenwich, l'échec financier est la pire des situations. Être révélé comme en difficulté est une situation redoutée. Harrison serrait le pied de sa coupe de champagne, ses articulations devenant blanches. Son regard s'est porté vers la sortie, cherchant à s'échapper, mais la densité de la foule le bloquait sur place. Mais les banques n'ont pas procédé à la saisie,
n'est-ce pas, demandai-je, m'approchant du bord de la Seine. Une société privée du Delaware est intervenue au dernier moment. Cette entité anonyme a racheté vos dettes, a restructuré vos emprunts et a abaissé vos taux d'intérêt à un niveau gérable. Ce bienfaiteur anonyme a sauvé votre réputation. Il vous a permis de conserver votre carte de membre du country club, vos véhicules de luxe et votre orgueil. Vous avez supposé que vous aviez simplement de la chance. Vous avez pensé que les affaires vous étaient favorables. J'ai observé les réactions sur son visage. L'homme d'affaires cherchait à faire le lien. Les éléments que je présentais correspondaient précisément au moment où il avait failli tout perdre. Je suis associé principal spécialisé dans la restructuration d'entreprises, Harrison, déclarai-je, apportant la conclusion au dossier. Je ne gère pas simplement des feuilles de calcul. Je repère les actifs en difficulté, je les acquiers et je fixe les conditions de leur maintien. Cette société anonyme du Delaware m'appartient. J'ai utilisé mes propres capitaux pour racheter votre dette. Pendant 36 mois, j'ai été la seule créancière à maintenir la famille Miller à flot. La révélation a provoqué une surprise générale dans la salle. Les murmures se sont transformés en étonnement. La hiérarchie sociale s'est inversée instantanément. Les invités ont réalisé que la réussite de la famille Miller n'était qu'une illusion maintenue par la générosité de la femme même que Caroline avait dénigrée toute la semaine. Ils n'étaient pas des représentants de l'ancienne bourgeoisie, ils étaient des débiteurs vivant sur mes ressources. Harrison a cessé de bouger. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Comprendre qu'il devait toute sa situation à sa belle-fille méprisée a bloqué son esprit. J'ai préservé votre situation parce que je croyais que nous formions une famille, ai-je dit, le son amplifié résonnant sous le plafond. J'ai agi comme votre bouclier invisible. Mais hier, vous avez planifié avec votre fils de me voler la maison que ma défunte mère m'a laissée. Vous avez cherché à m'exclure du marché du travail, voulant provoquer un défaut fiscal pour vous emparer de mes biens et renflouer vos propres comptes en faillite. Vous avez répondu à mon aide par une trahison caractérisée. J'ai plongé la main dans ma pochette en soie et j'ai sorti un document juridique plié. J'ai brandi la feuille blanche sous la lumière des projecteurs. Par conséquent, je lève officiellement cette protection, annonçai-je. Ce matin, j'ai transféré les actifs de la société de gestion à mon nom propre. En tant que créancière principale, j'ai examiné vos comptes. Vous êtes actuellement en infraction sur 6 clauses financières distinctes. En raison de ces manquements, j'exerce mon droit légal d'exiger le remboursement immédiat de l'intégralité du solde du prêt, soit 6,2 millions de dollars. La coupe de champagne a glissé des doigts tremblants de Harrison. Le verre s'est brisé contre le bord de la table, projetant du vin sur la nappe blanche. Il n'a pas semblé remarquer le désordre. Son visage a perdu ses couleurs rapidement, prenant un ton gris. Il a porté une main tremblante à sa poitrine, agrippant le revers de sa veste de smoking alors qu'une respiration difficile s'échappait de sa gorge. Caroline a poussé un cri de terreur, tendant les mains pour soutenir son mari. L'apparence de sa distinction sociale avait disparu. Elle ressemblait à une personne acculée, réalisant que la situation s'effondrait définitivement. Les invités du country club ne se sont pas avancés pour proposer une aide médicale ou un soutien moral. Au contraire, ils ont reculé. Ils ont repoussé leurs chaises, s'éloignant de la famille Miller. Le mépris sur leur visage était évident. Les personnes qui avaient suivi Caroline et respecté Harrison les considéraient désormais comme des imposteurs. La déchéance sociale était totale et définitive. Je les avais privés de leur fortune, de leur réputation et de leur dignité devant le seul public qui comptait pour eux. J'ai replié le document juridique et l'ai replacé dans mon sac de soirée. J'ai regardé le verre brisé sur leur table, symbole de la chute de la dynastie que je venais de provoquer. J'avais confondu mon mari et ruiné mon beau-père. La réussite était complète, mais ma soirée n'était pas tout à fait terminée. Alors que la salle restait dans un état de stupeur, un nouveau bruit a traversé l'atmosphère. C'était un signal téléphonique aigu et répété. Ce bruit coupait les murmures, net et pressant. Il provenait de l'autre bout de la pièce, près de la grande porte d'entrée. Evelyne venait d'arriver au gala. Elle restait immobile sous l'arche, vêtue d'une robe de soirée argentée, tenant un téléphone qui vibrait dans sa main. L'identifiant affichait probablement le numéro de son agence de relations publiques à Manhattan. L'équipe de crise l'appelait pour l'informer que son contrat de sponsoring de 2,5 millions de dollars était officiellement annulé. Et à en juger par les gyrophares rouges et bleus qui se reflétaient sur les vitres derrière elle,
les autorités locales n'étaient pas loin. Le signal téléphonique a traversé l'atmosphère lourde de la salle de réception. Le bruit provenait de la grande entrée menant au hall. Evelyne se tenait immobile entre les piliers en acajou. Elle portait une robe argentée de créateur, ses cheveux coiffés avec soin, présentant l'image parfaite d'une jeune femme aisée. Elle tenait un téléphone portable dans sa main. L'identifiant brillait dans la lumière tamisée, c'était son agence de communication de Manhattan. L'équipe de crise était active et l'appelait pour lui annoncer sa fin professionnelle. Evelyne a fait glisser son doigt sur l'écran et a porté l'appareil à son oreille. Son attitude traduisait l'assurance qu'elle avait développée durant des années de privilèges. Elle s'attendait probablement à ce qu'un assistant l'appelle pour finaliser son voyage à Milan. À la place, la voix à l'autre bout du fil a mis fin à son organisation. La responsable des relations publiques l'a informé que les enregistrements de la caméra de sécurité étaient actuellement examinés par leur service juridique. La vidéo montrait clairement leur nouvelle égérie déposer son fils nouveau-né sur un porche en béton gelé et repartir dans la nuit. L'entreprise de puériculture qui l'employait reposait entièrement sur son image publique. Elle vendait l'image de la maternité attentionnée. Associer leur campagne à une personne visée par une enquête pour négligence sur enfant était inenvisageable. La clause d'image intégrée à son contrat a été activée immédiatement. Les dirigeants n'ont pas proposé de suspension, ils ont annulé le contrat sans délai. Le parrainage de 2,5 millions de dollars s'est évanoui avant qu'elle ne puisse prononcer un mot pour sa défense. Evelyne a essayé de parler. Elle a ouvert la bouche, mais seul un soupir s'est échappé de sa gorge. Le téléphone tremblait dans sa main. Perdre cet argent était un coup dur pour sa vanité, mais sa situation était bien plus grave. Les gyrophares rouges et bleus que j'avais remarqués sur les fenêtres du hall brillaient intensément, projetant des lumières tournantes sur les tableaux anciens du couloir. Les lourdes portes de l'entrée principale se sont ouvertes. 3 policiers sont entrés dans le country club, leurs équipements faisant un bruit discret contre leurs uniformes, apportant la réalité de la loi dans le milieu protégé de Greenwich. Ils ont évité le vestiaire et se sont dirigés vers la salle de réception. Evelyne a compris que les policiers n'intervenaient pas pour un simple problème de voisinage, ils exécutaient l'ordonnance de protection d'urgence et faisaient suite au signalement pour abandon d'enfants que j'avais déposé la veille. Le poids de la situation a brisé son apparence soignée. Elle n'allait pas à Milan, elle se dirigeait vers le poste de police. Ses genoux ont fléchi. Sa silhouette élégante s'est affaissée sur le sol en marbre. Le téléphone a glissé de ses doigts, résonnant sur la pierre. Elle a caché son visage dans ses mains et a commencé à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes calculées pour attirer la sympathie de ses pairs, c'étaient les pleurs d'une femme confrontée à des poursuites pénales, à l'humiliation publique et à la ruine financière. Ses amis, les mêmes femmes avec qui elle discutait l'après-midi, ont reculé, s'éloignant de la situation. Dans leur milieu, s'associer à une personne poursuivie pour négligence était exclu. Elles l'ont laissée seule sur le sol, murmurant derrière leur pochette. Les policiers se sont arrêtés près de l'entrée, observant la situation. Un agent est resté auprès d'Evelyne, lui signifiant ses droits d'une voix calme et ferme. Les 2 autres ont parcouru la salle du regard, se dirigeant vers la scène, puis vers la piste de danse où Nathan restait immobile. Les agents de sécurité privée, les hommes même à qui Caroline avait ordonné de m'expulser, se sont avancés pour guider la police. La diffusion publique de la tentative de chantage de Nathan, associée à ses aveux enregistrés concernant des détournements de fonds, fournissait à la police des éléments sérieux. Le service des délits financiers avait probablement été alerté dès que mon injonction avait bloqué les accès bancaires, et l'enregistrement audio complétait le dossier. Les 2 policiers se sont approchés de mon mari. Nathan a reculé, heurtant une table de cocktail. Sa respiration était rapide, montrant des signes de panique. La perspective de poursuite fédérale, d'une peine de prison et de la perte définitive de son cabinet d'investissement provoquait chez lui une réaction physique évidente. La sueur perlait sur son front, dégradant son apparence soignée. « Monsieur, veuillez vous éloigner de la table et garder vos mains visibles », a ordonné le policier principal d'un ton ferme. Nathan n'a pas résisté. Il ne disposait d'aucun moyen pour négocier. Il semblait vidé, n'étant plus que l'ombre de l'homme d'affaires qu'il prétendait être. Un policier l'a pris par le bras, le guidant fermement vers la sortie. Il a été conduit hors de la salle de réception, passant devant les investisseurs qui l'avaient trompé. Les hommes qui jouaient au golf avec lui ont tourné le dos, mécontents de voir un fraudeur emmené par la police. J'ai regardé la table d'honneur.
Harrison était affaissé sur sa chaise, respirant avec difficulté. Son empire immobilier était légalement compromis et son nom définitivement entaché. Caroline pleurait à ses côtés, privée de sa distinction sociale. La dynastie Miller s'était effondrée en moins de 20 minutes. J'ai repris le micro en main. J'avais révélé la vérité qu'ils avaient essayé de dissimuler. Le silence des invités montrait que la situation était comprise. J'ai reposé le micro sur son support. Je me suis détourné et j'ai descendu les marches de la scène d'un pas tranquille et assuré. Alors que je traversais la piste de danse, les invités se sont écartés immédiatement, me laissant le passage. Personne n'a osé me parler ou m'adresser une formule de politesse de circonstance. Ils se sont contentés d'observer en silence mon départ. Un serveur se tenait près de la porte de sortie, portant un plateau de flûte de champagne. Il restait immobile, surpris par les événements. J'ai tendu la main et j'ai pris une coupe. J'ai bu une gorgée lente. Le vin était frais, agréable et marquait ma réussite. J'ai quitté la salle de réception, passant à côté d'Evelyne qui pleurait sur le marbre pendant qu'un policier lui passait les menottes. Je ne lui ai pas jeté un regard. J'ai poussé les lourdes portes vitrées et je suis sorti dans la nuit fraîche d'automne. L'air sentait les feuilles mortes et la liberté. Les événements étaient terminés. La fraîcheur d'octobre s'est estompée, laissant place à la douceur de la fin d'avril. Les chênes centenaires qui entourent ma propriété de Greenwich bourgeonnent de feuilles vertes, projetant des ombres douces sur la pelouse entretenue. Je suis assise sur mon porche, tenant une tasse en céramique remplie de café noir. La vapeur s'élève dans l'air lumineux du matin. Le silence de la propriété est total. Elle ne ressemble plus à un espace menacé, elle est un refuge. L'héritage de ma mère est préservé. L'acte de propriété conservé dans mon coffre-fort ne porte que mon nom, préservé des exigences d'une famille abusive. 6 mois se sont écoulés depuis la nuit où j'ai quitté le country club, laissant les Miller face aux conséquences de leurs actes. Les suites ont été rapides, précises et définitives. Mon avocat, Marcus, a mené la procédure de divorce avec efficacité. Face à des poursuites fédérales pour détournement de fonds et fraude, la justice accorde des décisions rapides. Nathan ne disposait d'aucun capital pour financer sa défense, encore moins pour contester le partage des biens communs. Ses comptes bancaires sont restés bloqués sur décision gouvernementale. Il a renoncé à ses prétentions sur ma maison sans chercher à lutter, signant les documents officiels depuis un bureau administratif. Aujourd'hui, mon ex-mari porte un bracelet électronique. Il vit dans un petit appartement simple à la périphérie de la ville en attendant son procès fédéral. Les services fiscaux et les autorités de régulation financière ont démantelé sa société d'investissement élément par élément. Son passeport a été saisi. Les investisseurs aisés qu'il côtoyait sur les terrains de golf sont désormais les principaux témoins de l'accusation. Il a troqué ses costumes sur mesure contre des vêtements simples. L'apparence séduisante qu'il utilisait pour manipuler son entourage a disparu, révélant un homme inquiet face à la justice. Harrison et Caroline connaissent une autre forme de déchéance. J'ai engagé la saisie de leur propriété commerciale exactement 30 jours après le gala. Privés des revenus locatifs de ces bâtiments, ils ont immédiatement été en défaut sur l'hypothèque de leur résidence principale. La banque a vendu leur grande propriété du Connecticut aux enchères en janvier. Le country club a annulé leur adhésion pour factures impayées et en raison de la déchéance publique de leur réputation. Leurs relations les ont abandonnés instantanément, fuyant leur situation. Ils se sont installés dans un petit appartement de 3 pièces situé près d'un carrefour routier bruyant. Il n'y a plus de plafond haut dans leur nouvelle réalité, plus de lustre en cristal ni de personnel privé. Caroline passe ses journées à écouter le bruit des camions de livraison et les sirènes de police, coupées du milieu social qu'elle dirigeait autrefois. Son téléphone ne sonne plus. Les femmes qui cherchaient son approbation font désormais semblant de ne pas la connaître. Harrison prend les transports en commun pour rencontrer ses avocats d'aide juridictionnelle. Leur arrogance leur a coûté tout ce qu'ils appréciaient. Evelyne a connu la situation la plus difficile. La marque internationale de bien-être ne s'est pas contentée d'annuler son contrat de sponsoring de 2,5 millions de dollars, elle a déposé une plainte civile contre elle pour récupérer les avances qu'elle avait déjà dépensées en sacs de marque et en vacances de luxe. Endettée, elle a dû faire face aux poursuites pour négligence sur enfant. Le procureur lui a proposé un accord pour éviter une peine de prison ferme, qu'elle a accepté rapidement. Sa peine comprend 500 heures de travail d'intérêt général. 2 fois par semaine,
l'ancienne influenceuse porte un gilet de sécurité orange, ramassant les déchets et les emballages le long de l'autoroute. Ses ongles soignés sont abîmés par le travail manuel. Ses comptes sur les réseaux sociaux ont été supprimés. Le public a oublié son existence. Quant au petit Léo, les services de protection de l'enfance sont intervenus avec soin. Les enquêteurs ont trouvé un membre de sa famille biologique attentionné et sérieux du côté de son père. Cet homme vit dans une banlieue calme, loin de la superficialité de Greenwich. Léo grandit entouré d'une affection sincère plutôt que d'être utilisé comme un accessoire de communication. Il est préservé de l'organisation qui voulait faire de son enfance un support publicitaire. Je bois une gorgée de mon café, sentant la chaleur de la tasse contre mes mains. L'air sent la terre humide et le jasmin en fleurs. La tranquillité qui s'installe dans ma vie n'est pas seulement l'absence de conflit, c'est la présence d'une liberté chèrement acquise.